Salut les cornets! Moi, c'est Justine. Et moi, c'est Christine. Et vous écoutez Crème glacée. Salut tout le monde! Coucou! J'espère que vous allez bien. Moi aussi, j'espère que vous allez bien. Parce que nous, ça va plus que bien. Hey, on a tellement un beau mois de juillet, là. Il fait beau, là. Il fait soleil. Ouais. En tout cas, j'espère que vous profitez de votre été. Les vacances de la construction, je sais pas si vous êtes en congé, la gang, mais j'espère que vous avez du fun parce qu'il fait beau, puis il fait chaud. Ok, oui. Vraiment. C'est exactement la saison pour aller se baigner, aller faire du camping, manger de la crème glacée et tout ça. Oui, je suis allée prendre une crème glacée hier. C'est vrai? Oui, c'était bon. C'est quoi t'as J'ai pris un cornet gaufré. Le cornet gaufré, c'est game changer, la gang. Prenez ça. Ça Ben vaut oui. le 1,50 de plus, je vous le dis. Oui, ça goûte pas le carton. Non, non, non. Puis ça reste sec. C'est pas tout mou, au fond. Mon ami, lui, il avait pris le cornet normal, puis à la fin, ça coulait, il était tout rendu mou, puis moi, je pouvais toffer encore des heures avec mon cornet. Fait que Félicitations. le gaufré vaut la peine. Puis on voulait aussi vous remercier parce que là, notre Patreon est sorti depuis une semaine au moment où vous entendez ça. Et encore une fois, on est juste beaucoup trop surprise de tout, en tout cas, de à quel point ça fonctionne et que vous êtes présents et que vous êtes au rendez-vous. Et ça nous fait tellement plaisir. On a tellement plus de gens qui nous suivent qu'on pensait. Déjà en une semaine. Hein. Je sais pas toi, Ju, mais moi, je panique. Ben oui, je panique aussi, mais je panique positivement. Là. Ben oui. Puis en tout cas, on a tellement déjà du fun, là, on jase. En tout cas, je vous remercie d'embarquer avec nous dans nos petites folies. Puis je vous invite à vous abonner, les autres, si vous pouvez. Ça nous encourage beaucoup, beaucoup. Puis on a bien du fun là-dessus. Fait que pour avoir accès à des épisodes bonus et des petits trucs extra, ça se passe sur Patreon. Oui, vraiment, vraiment. Puis c'est ça. On avait-tu d'autres choses à dire avant qu'on se lance dans l'épisode d'aujourd'hui? Oui. Moi, j'ai 2 petits shout-outs rapido. Akidou. Je veux juste dire, la gang, que notre liste de shout-outs, là, elle va jusqu'en 2025, OK? Ouais, ça se peut que ce soit long avant que vous entendiez votre Ouais. shout-out dans nos épisodes. Tu sais, si c'est pour souhaiter des bonnes fêtes ou des trucs comme ça, ben ça se peut que la personne ait même plus cet âge-là quand on va le dire. Fait qu'attention, C'est prenez ça en vrai. compte, OK? Mais on Ben va oui. tous les faire, sont toutes bien notés. Fait que là, puisqu'ils sont courts, j'en fais 2, comme ça, hein, on peut accélérer les choses. Mais le premier est de Stéphanie, qui veut qu'on fasse un shout-out à sa collègue Samantha, sa partenaire de True Crime. Fait que salut à vous deux! Salut à vous deux, les filles. Le deuxième est de Félie, ou Ophélie, ou Félie, je sais pas. Mais bref, elle fait dire bonne nuit à Alexandre, parce que c'est son amie, puis elle sait qu'elle nous écoute avant de dormir. Bonne nuit. Wow. Fait que C'est bon bon. dodo, Alexandre! Bonne nuit, Alexandre. Fais de beaux rêves. Quelle belle histoire pour s'endormir. Wow. Ouais. J'espère que c'est pas trop de cauchemars. Ouais. Mais en même temps, je suis vraiment de même aussi. Là. Je peux en écouter jusqu'à temps que je m'endorme, puis j'ai aucun problème. Fait On est bizarre. on est vraiment bizarre. OK, ben salut tout le monde, merci. Donc, je me lance dans ma saveur du jour. Et c'est une saveur qui a un mince lien avec mon cas que je vais vous parler aujourd'hui. C'est Ok. juste, en fait, pendant que j'écrivais mon histoire, j'arrêtais pas de penser à une référence d'une série encore. On dirait que je fais tout le temps ça quand je fais mes recherches sur un cas. Puis, ça avait un lien avec une saveur de crème glacée. Fac, ma saveur d'aujourd'hui, c'est la saveur Key Lime Pie. Je sais pas si tu as déjà mangé des Key Lime Pie, qui est une tarte à la lime et la tarte favorite de Dexter. Je sais pas si vous avez Oui. déjà écouté Dexter. Oui. Puis j'adore la key lime pie. À chaque fois que je vais en Floride avec ma famille, notre
petite habitude, c'est de prendre du yogourt Yoplait Key Lime Pie qu'ils ont juste là-bas, dans un petit format funky, en tout cas, genre cylindrique. Bref, c'est toujours ça qu'on achète, puis c'est dans la gueule. Fait que, Ah ouais, ça n'a pas de bon sens. miam. Genre ça, puis les gâteaux au fromage, là, je capote. C'est genre mes desserts préférés. Fait que j'ai décidé que ma crème glacée, elle allait être à la Key Lime Pie aujourd'hui parce que l'histoire que je vais vous raconter, de temps en temps, pendant mes recherches, elle me donnait des vibes de Dexter. Oh Ouais. my God! Un espèce de vibe pas certain entre on l'aime ou on l'aime pas. C'est vraiment conflictuel comme histoire. Et ça m'a Oh mon Dieu! fait capoter. Ben là, Ouais, puis J'ai c'est hâte. aussi justement une saveur que, comme tu dis, on retrouve beaucoup en Floride parce que mon histoire se passe en Floride, encore une fois. OK, mais on aurait dû faire un podcast, c'est juste Florida Man. Genre, ça aurait dû être ça, Je notre sais, concept, Chris. Je sais. Puis ça fait deux fois de suite là, que je parle de Florida quelque chose. Là. Vous vous souvenez, dans le fond de ma dernière histoire, j'ai parlé d'une Florida woman. Mhm. Eh bien, l'histoire que je te raconte aujourd'hui est une autre Florida woman. Ben là, Alors, je te parle, puis je vais vous le dire, là, j'avais vraiment hâte de faire ce cas-là. Je te parle de la première tueuse en série, Eileen Carol Wuornos. j'avais hâte que tu me racontes ça! Excusez, je suis excitée parce que, en fait, à la base, je pense qu'au début, quand j'avais prévu te raconter cette histoire-là, ben, j'étais excitée, mais un peu dégoûtée aussi, là. Tu sais, j'allais te raconter cette histoire-là Ben oui. comme n'importe quel tueur en série. Mais pendant mes recherches, ça l'a comme un peu changé. Bref, juste pour vous dire, là, avant que les gens me crient au visage, Eileen Wuornos, c'est clairement pas comme la première femme qui a tué beaucoup de gens. Mais c'est la première femme qui va être comme considérée comme tueuse en série depuis que le terme de tueur en série existe. Mhm. Fait que juste pour vous mettre un peu en contexte, si vous saviez pas ça datait de quand, le terme tueur en série va être prononcé pour la première fois aux États-Unis lors du procès de Ted Bundy, qui est un tueur en série assez famous, que vous nous avez d'ailleurs conseillé de faire sur Patreon très récemment. Puis je suis pas mal sûre qu'on va le couvrir un jour, là. Je sais pas ça va être qui de nous deux, mais c'est sûr qu'on va le couvrir. Fait que bref, le terme tueur en série a été prononcé donc en 1961 lors de son procès, puis il aura été ajouté à certains dictionnaires à ce moment-là. Je vais te lire un peu la définition de tueur en série, même si tout le monde la connaît déjà pas mal sûr, mais un tueur en série, c'est un criminel, auteur d'homicide, qui réitère dans le temps. Selon la définition la plus répandue d'un tueur en série, c'est un criminel qui va commettre au moins 3 meurtres dans un intervalle de temps, que ce soit genre de quelques jours, voire quelques années, séparant chacun de ses crimes. Et c'est souvent, justement, un meurtrier qui va tirer du plaisir lorsqu'il tue ses victimes, et souvent, les victimes n'ont aucun lien avec lui. Fait que c'est ça, la définition selon certains dictionnaires quelconques. Donc voilà. Là, l'histoire que je vais te parler aujourd'hui, l'histoire de Eileen Wuornos, j'ai entendu parler de cette histoire-là, ça fait quand même vraiment longtemps. Puis, pareil comme n'importe quel autre tueur en série, comme j'ai dit au début de l'épisode, je pensais que j'allais parler de cet épisode-là comme une femme épouvantable qui m'écœure, avec comme aucune pitié, aucune empathie, tu sais, ce qu'on pourrait qualifier de normal quand on parle d'un tueur en série. Mais, comme je t'ai dit tantôt, finalement, la façon que je vais la raconter, c'est comme ça l'a changé au courant de mes recherches. J'ai vraiment l'impression que je m'en allais dans une direction, puis que plus mes recherches avançaient, il y avait comme plein de détails qui sortaient, qui faisaient en sorte que je savais plus pantoute de quel bord je me situais dans l'histoire. Puis tu sais, là, je veux pas vous faire... Ouais. Puis je veux pas vous faire paniquer, là. Je veux pas que vous pensiez que je m'apprête à la défendre dur comme fer puis à dire que c'était une bonne personne, là. C'est vraiment pas ça que je veux faire. Puis je veux pas non plus m'embarquer dans des espèces de conspirations, dans des espèces de débats sur des gros thèmes, parce que, tu sais, on va parler ici de peine de mort et autres. Fait que je veux pas non plus que vous pensiez que... Bref, je vais être toute oui et go pour Eileen Wuornos. Mais
Je vais juste essayer, en fait, de te faire connaître l'histoire peut-être d'une façon différente. Peut-être pas non plus. Peut-être que dans le fond, tout ce que je vais dire aujourd'hui, tu vas dire, ben écoute, je savais déjà ça, puis ça change pas mon opinion. Mais c'est ça. Je vais essayer comme de vous faire voir l'histoire d'une autre façon pour que ça vous fasse réfléchir vous autres aussi. Comme vous allez pouvoir lire dans le titre, puis je te l'apprends à l'instant, en même temps mon titre, Aileen Wuornos, tueuse en série ou victime. Puis on s'entend que normalement ces deux termes-là sont jamais un à côté de l'autre, là, dans le sens pour la même personne. Là. C'est très rare que tu peux être une tueuse en série et une victime. Tu sais, souvent, mettons, on va justement entendre parler de leur enfance, puis on va pouvoir voir un peu une victime là-dedans parce qu'elle a vécu, ben, les gens ont vécu des traumas, tout ça. Mais souvent, genre, on va aller assez vite dans ben, ça peut pas excuser quand même ce qu'elle a fait. Fait qu'on va comme passer à autre chose. Fait que c'est ça. Tu sais, souvent, c'est ce qu'on a fait dans nos anciennes histoires qui avaient un lien avec ça. Tu sais, on passait rapidement aux victimes, puis on s'attardait un peu moins sur l'espèce de... On s'en foutait, tu sais, de son enfance. On avait moins d'empathie. Mais là, c'est ça. Ça va être différent. Genre, premièrement, ces victimes, il n'y a pas énormément d'informations à leur sujet. Fait que c'est pas comme un épisode qui va parler des 7 victimes, parce que oui, il y en a 7. C'est pas un épisode qui va parler entièrement des 7 victimes, ça va vraiment être un épisode qui va parler plus de Aileen et de son passé. Ce qui peut être un peu genre choquant ou désagréable à entendre parce que je vais vraiment m'attarder à elle, alors qu'on est comme techniquement censé, selon la société, la détester, tu sais. Mais c'est ça, c'est un choix que j'ai fait de comme vraiment y aller plus en profondeur sur elle. Comme ça, je vais vous amener un peu dans ma tête, dans tout ce qui m'a fait réfléchir. Ben, je trouve que c'est un angle intéressant de... Parce que, comme on disait souvent quand on explique pourquoi on aime le true crime, c'est un peu d'essayer de déchiffrer la complexité des humains puis de leur psychologie, fait que de s'attarder à son histoire puis sans justifier, mais juste voir pourquoi elle s'est rendue à faire ce qu'elle a fait, je trouve que ça peut être intéressant aussi. C'est ça. Sans aller dans la glorification puis la défense puis dire elle était cool, girl power, une femme tueuse. Non, là, trop pas, mais c'est intéressant de juste voir, essayer de comprendre ce qui se passait dans sa tête. Ben oui, vraiment. Puis c'est exactement la prochaine phrase que j'avais écrite dans mon texte. J'avais juste écrit... Non, mais c'est parfait. C'est que j'avais juste écrit que, justement, on dirait que ce cas-là m'a juste fait rappeler pourquoi j'aimais autant le true crime, parce que ça m'a fait, justement, me poser tellement de questions. Ça m'a chamboulée. Je savais pas trop comment voir la chose. On dirait que plus je regardais des vidéos sur l'histoire, plus j'étais comme... Je me sentais comme un détective. J'étais genre, ben voyons non. Comment ça, on apprend cette information-là, puis il y a personne qui se pose plus de questions. J'étais comme, voyons, qu'est-ce qui se passe? Fait que bref. Mais pour être honnête avec toi, je la connais pas, cette histoire-là. C'est-tu vrai? Je connais absolument rien. Moi, depuis tantôt, je suis convaincue que, genre, je vais juste t'apprendre des informations supplémentaires, mais t'as connais pas? Non? OK, mais là... Tu sais, je sais c'est qui. Je sais qu'il y a eu un film dessus. Ouais. Mais j'ai pas vu le film, puis je savais que je l'avais pris dans mes notes aussi comme sujet potentiel, mais tu sais, j'allais partir de zéro parce que j'ai jamais rien écouté à propos de ça. Oh my God. Fait que là, je suis une éponge. OK, mais je suis encore plus excitée, Je capote. J'étais sûre que t'en connaissais, fait que, OK, mais je suis encore plus excitée. Puis il y a pas juste eu un film, by the way, je vais vous en parler, là. Il y a eu tellement d'affaires sur elle, puis c'est en partie un espèce de problème dans l'histoire. Fait que je vais... C'est ça. M'a tout vous raconter ça tantôt. Je vais te présenter un homme pour que tu comprennes un peu mes recherches. Donc, l'homme que je te présente, c'est Nick Broomfield, un documentariste britannique qui a fait 2 films documentaires sur Aileen. Le premier, en fait, s'appelle The Selling of a Serial Killer, fait que la vente d'une tueuse en série, qui est sorti en 1992, et un deuxième film qui s'appelle Life and Death of a Serial Killer, donc Vie et mort d'une tueuse en série, qui est sorti en 2003. Les 2 documentaires, ils mettent en vedette Aileen, mais pas comme personnifiée, je sais pas comment dire, mais pas jouée par
quelqu'un, genre une actrice. Vraiment comme ils mettent en vedette la vraie Aileen Wuornos. Il l'a suivi comme tout au long de son procès, arrestation, prison, tout le kit. T'sais, il s'est intéressé à son histoire dès le début. Puis il va vraiment comme aller dans les profondeurs. Puis au moment justement où que les documentaires sont sortis, c'est comme vraiment des années et des années après, des années et des années. Dans le sens que c'est comme des années après ce que toutes les informations qui sont sorties dans les médias, là. Fait qu'il y a comme des choses inédites qui sont sorties dans son documentaire. Puis c'est vraiment comme là-dessus que j'ai basé mes recherches. Tu sais, oui, je suis allée comme vraiment tout voir les autres articles qu'il y a eu à ce sujet-là et tout, mais j'ai vraiment comme trouvé ça intéressant, son documentaire à lui, parce qu'on voyait vraiment comme Aileen d'une façon plus vulnérable, plus vraie. Puis c'est ça. Sauf qu'en même temps, pourquoi ça m'a autant confrontée, c'est que Aileen, on va voir comme dans mon épisode qu'elle s'est fait trahir et utiliser beaucoup de fois dans sa vie, énormément de fois dans sa vie. Puis autant j'ai comme aimé les documentaires de Nick Broomfield, autant ça me faisait des fois poser la question comme, OK, mais dans le fond, lui aussi, il fait partie des gens qui ont utilisé Aileen Wuornos. Donc, dans le fond, je devrais pas l'aimer autant, en tout cas. Fait que c'est vraiment confrontant. Parce que... je vois. C'est ça. Dans les documentaires de Nick, il va y avoir des moments où Aileen, elle va se confier à lui, puis c'est comme des informations qu'il y aura pas... C'est des informations qui n'auront pas sorti dans les médias. Puis, des fois, elle va même se confier à lui en pensant, en étant certaine qu'il a éteint la caméra, parce qu'il avait promis, mettons, mais il la filmait en cachette quand même. Fait que ça donne des espèces de scoops qui, là, me font poser 40 000 questions, mais en même temps, je suis comme, OK, mais c'est zéro professionnel, puis il a comme profité d'elle. Fait que je trouve ça comme... En tout cas... Ouais, c'est un dilemme éthique. Vraiment. Donc, je vais me lancer enfin dans l'histoire, après un bon 20 minutes d'introduction interminable, mais que je trouvais nécessaire, juste pour vous mettre en contexte. Donc, Aileen Wuornos, ou plutôt Suzanne Carol Pittman, qui est son nom qu'on lui a donné à la naissance, est née le 29 février 1956 à Rochester, dans l'État du Michigan, aux États-Unis. Là, je vais juste faire une mini-parenthèse, puis après ça, j'arrête de vous gosser tout le monde. Jus, t'as-tu remarqué que dans les derniers épisodes, il y a tout le temps le maudit mois de février d'impliqué dans nos histoires? Oui! Soit que nos tueurs sont nés en février, soit que le crime est arrivé en février. Le février, ça va pas du tout, là. Non, genre, il y a un pattern, là. Oui! Je sais pas si c'est parce que c'est comme le pic de l'hiver, puis les gens sont foufous ou cray-cray en hiver, dépression saisonnière ou machin, mais ça... Bref, il y a un lien. Il y a un lien à faire. Ouais, absolument. Donc, Aileen Wuornos, c'est possible que vous l'ayez entendu parler par le surnom de la Demoiselle de la Mort. C'est comme ça que beaucoup de médias l'ont appelée, beaucoup de gens qui ont parlé de son histoire, etc. Puis sinon, la majorité de ses proches et des gens autour d'elle, tu sais, même je pense que Nick, il l'appelait comme ça, son surnom, c'était Lee. Fait que ça se peut qu'au courant de l'épisode, j'alterne entre Aileen ou Lee. Donc, je vais commencer par vous parler de l'enfance de Lee. Une enfance qui est énormément triste. Vous allez voir, comme de A à Z, il n'y a rien de bon qui est arrivé dans sa vie, malheureusement. Les parents biologiques de Lee, donc Diane Pratt et Leo Dale Pittman. En fait, je pense que c'est Diane Pratt Wuornos, excuse-moi, et Leo Dale Pittman ont commencé à se fréquenter quand ils étaient toutes jeunes. Ils étaient encore adolescents. Diane, elle avait comme 15 ans quand ils se sont mariés ensemble. Ils se sont mariés le 3 juin 1954. Et donc, 1 an plus tard, précisément, ils ont eu leur premier enfant, un petit garçon qui s'appelle Keith Pittman. Et 1 an plus tard encore, ils ont eu Aileen, en fait, Suzanne Carol Pittman, qui a vu le jour. Cependant, 2 mois avant la naissance de Aileen, Diane va demander le divorce à Leo et va vouloir qu'il disparaisse de sa vie. Sauf que là, on va se demander pourquoi autant, genre, tu sais,
aussi peu de temps avant sa naissance, elle demande le divorce, attention tout le monde, Leo Dale Pittman était en fait un pédophile. Fait que là, je vais juste faire un mini trigger warning tout de suite parce que ma prochaine phrase ou deux, ça va parler de pédophilie. Mais donc voilà, Leo, il aura passé la majorité de sa vie en fait à commettre des actes de pédophilie. Il va... Tu sais, ça fait vraiment longtemps, fait qu'il y a plein d'articles, de vieux articles, mais de trucs que les sources sont floues. Mais tout ce qu'on sait, tu sais, c'est qu'il va passer la majorité de sa vie à rentrer en prison pour des trucs qu'il a fait, sortir de prison, retourner en prison et encore se faire libérer. Ça va être comme ça la majorité de sa vie, puis Diane, elle va être au courant au début. Sauf que là, justement, pas longtemps avant la naissance de Aileen, Léo, il va se faire arrêter. Puis il va être reconnu coupable d'agression sexuelle et de tentative de meurtre sur un petit garçon âgé de seulement 8 ans. Oh my God! Ce qui est absolument dégueulasse. Puis là, c'est ça. Pitchez-moi pas des tomates, encore une fois, parce que comme ça fait super longtemps, tu sais, les photos à ce moment-là sont toutes en noir et blanc, les journaux sont super vieux. Il y a certaines sources qui disent que c'est comme une petite fille de 7 ans, d'autres sources qui disent que c'est un petit garçon de 8 ans. J'ai juste comme décidé d'y aller avec les sources où il y avait... Tu sais, qu'il nommait le plus de fois que c'était un petit garçon, mais ça se peut que les détails soient pas précis. On comprend que l'idée, c'est que c'est un gros dégueu criminel pédo, là. Exact. On voit le genre. On l'haït déjà. Fait que Lee, quand elle va naître, elle va jamais connaître son père parce que dès sa naissance, lui, il va déjà être derrière les barreaux. Puis, quelques années plus tard, en 1969, Leo va s'enlever la vie par pendaison avec ses draps de prisonnier, genre, ses draps de son lit. OK. Ouais. Fait qu'elle va jamais l'avoir vu, elle va jamais aller le voir en prison. Sa mère l'aura pas amené le visiter, rien de tout ça. Fait qu'elle l'aura pas connu. Sa mère, quant à elle, Diane Pratt Warnes, elle a, elle aussi, comme des traumas dans son passé qui font que c'est pas la mère la plus exceptionnelle de l'univers, puis vous allez comprendre pourquoi. Elle aussi, elle a vécu dans un environnement vraiment violent quand elle était jeune, autant verbal que physique. Puis elle va avoir comme de la difficulté à s'occuper elle-même de ses enfants dû à, I guess, ses traumas d'enfance. Bref, elle va être tout seule dès la naissance de Aileen avec 2 enfants, puis elle sera pas capable de s'en occuper comme il faut. Fait que lorsque Aileen va avoir seulement 4 ans, en 1960, elle va décider d'abandonner ses 2 enfants. Un petit classique qu'on voit dans nos épisodes derniers, là. Elle va décider de les abandonner, elle va pas aller les porter dans l'orphelinat ou quoi que ce soit, elle va aller les porter chez ses propres parents, Britta et Laurie Warnes, dans la ville de Troy, toujours dans l'État du Michigan. Ces derniers vont d'ailleurs légalement adopter les 2 enfants le 18 mars 1960, et c'est donc à ce moment-là que Susan Carol Pittman va devenir Aileen Warnes. OK. Ils vont changer son nom. Kate aussi, il va changer de nom, il va s'appeler Kate Warnes également. Sauf que là, comme je vous rappelle, là, je viens juste de vous dire que Diane, elle a eu une enfance terrible, c'était avec ces parents-là, tu sais. Non seulement comme c'est pas super d'abandonner tes 2 enfants, on va se le dire, là, elle les abandonne à 2 personnes cassées qui sont violentes. Ouais, c'était pas... On n'était pas là, mais on dirait que c'était peut-être pas la meilleure décision. Exact. Tu sais, c'est comme... assez qui vont être pas bons pour eux, tu sais. Mais pas capable de s'en occuper, fait qu'elle décide d'aller les porter là. Fait que j'ai comme pas besoin de vous dire que le climat chez les Warnes va être terriblement problématique. Fait que les nouveaux parents, entre gros guillemets, dans le fond, qui sont les grands-parents de Aileen et Keith, vont avoir d'énormes problèmes d'alcool dès le début. Je pense qu'ils en ont toujours eu, mais là, c'est comme ils ont 2 enfants à leur charge, puis ça va pas du tout. Fait que les 2 enfants vont tout de suite vivre dans la violence, les coups de ceinture, ils vont se faire frapper. Vraiment, là, genre, ils vont connaître la violence dès leur jeune âge. Certaines sources vont même... Il y a certaines sources qui disent, en fait, même que Laurie Warnes, qui est comme le grand-père, entre guillemets, là, le père adoptif, il y aurait eu comme des gestes obscènes sur ses enfants, donc sur Aileen, des gestes sexuels, mais c'est comme pas écrit dans toutes les sources, fait que je veux pas trop m'avancer là-dessus, mais on dirait que ça m'étonnerait pas. Fait que, voilà.
Sinon, à part à la maison, à l'école, ça va vraiment pas être mieux. Parce que Lee, dès son entrée, en fait, à l'école, dès son entrée au primaire, elle va commencer à avoir des problèmes de vue, des problèmes d'audition, puis un retard d'apprentissage à comparer aux autres élèves de son âge, mettons. Elle va commencer aussi à avoir des comportements, des problèmes de comportement à l'école. Elle va faire des crises, elle va genre, un peu le classique, là, elle va genre frapper les autres amis, elle va frapper la professeure. Puis, les professeurs, pour la calmer, ils vont lui donner des tranquillisants. C'est pas spécifié quel genre de tranquillisant, mais... Quoi? On dirait que je veux comme pas juger les professeurs de l'époque, parce qu'on s'entend qu'on est dans les années 50-60. I guess que ça fonctionnait pas comme aujourd'hui. Mais tu sais, maintenant, tu peux pas, là, genre en tant que professeur... Je pense que tu peux même pas donner des Tylenol ni des Advil à ton enfant. Non, c'est ça, là. Genre, c'est clairement sketch, là. Puis tu sais, j'ai demandé à une de mes amies qui est prof au primaire, coucou ma chum, puis elle m'a dit justement que les profs, ils n'ont pas le droit de donner rien du tout aux enfants. C'est même pas avec un mot des parents. Ils doivent absolument comme passer par l'infirmerie, puis avoir un billet du médecin, puis tu sais, c'est comme compliqué, là. Mon Dieu, ouais, mais dans ce temps-là, le monde ne s'attachait même pas en conduisant, là. Ouais, puis ils buvaient, tu sais, ils conduisaient avec une bière les Ouais. langues. En tout cas, il y avait bien des affaires, fait que I guess que, bon, c'était peut-être toléré à ce temps-là, mais tu sais, aussi jeune que ça, ils donnaient des espèces de calmants, des médicaments quelconques, fait que c'était pas super. Ils vont aussi, justement, constater assez vite, ces profs, que, Aileen, elle a énormément de problèmes à l'école. Genre, elle est vraiment pas bonne. Elle réussit pas ses cours. Puis, pour comme comprendre qu'est-ce qui se passe, ils vont lui faire passer un test de QI. Puis, son résultat, en fait, ça va être 81. Ce qui indique, puis là, c'est les termes qu'ils ont comme utilisés à l'époque, que Aileen Wuornos était une enfant pas très intelligente. Je sais pas si c'est comme ça qu'on le dirait encore aujourd'hui, Quoi? que quand t'as un tel résultat, t'es pas intelligente, mais à cette époque-là, c'est ça qu'ils ont dit. Autour de l'année 1962, Aileen et son frère Keith vont commencer à avoir des comportements bizarres pour des enfants. Ils vont commencer à partir des feux un peu partout pour le plaisir. Puis ça, c'est un peu un genre de red flag, là. Quand tu regardes un peu des psychopathes puis que tu vois leur enfance, tu sais, c'est un peu ça, là. Tu sais, partir des feux, tuer des animaux, c'est un peu le genre de red flag que tu peux observer pendant l'enfance, tu sais. Mm-hmm. Puis même qu'à un moment donné, Aileen, elle va comme... Tu sais, ils ont parti un feu quelque part, puis Aileen, elle va se brûler le visage au complet, puis tu sais, elle va garder des cicatrices de ce moment-là. Puis un autre problème qu'on va pouvoir observer dans la jeune vie de Aileen, puis là, on s'entend, on est rendu avec une bonne liste, là, à son actif, ça va pas du tout, c'est que Aileen, elle va commencer à développer une sexualité beaucoup trop jeune pour... tu sais, comparativement à la normale. Puis ça aussi, c'est un autre gros red flag qu'on peut observer chez des gens de psychopathes ou des tueurs quelconques. C'est qu'ils développent justement leur sexualité très, très jeune, à un point où c'est ça, c'est problématique. Fait que, voilà, on va apprendre comme plus tard pendant le procès, par plein d'hommes qui vont se présenter en cours, que Aileen et eux, il y aurait eu comme des relations sexuelles dès l'âge de 11 ans. Elle faisait juste comme coucher avec n'importe qui, genre n'importe où, à l'école, en dehors de l'école, à 11 ans. Là. Mais c'est pas juste ça, elle va commencer à avoir des relations sexuelles en échange de cigarettes, de drogue ou d'argent. Fait qu'elle va comme commencer déjà à exercer son métier. En fait, ce qui deviendra son métier plus tard, la prostitution. Elle a 11 ans. Ouf! Sauf que l'affaire, c'est que y a un autre élément dans tout ça qui va être encore plus choquant d'apprendre, c'est que ses relations sexuelles dès l'âge de 11 ans sont pas ses premières. Fait qu'on va apprendre plus tard que Aileen Wuornos va avoir eu des relations sexuelles beaucoup plus tôt avec des membres de sa famille, mais encore là, selon les sources, justement, je veux pas trop m'avancer là-dessus parce que, ben c'est ça, elle aurait probablement été agressée par telle et telle personne, puis ça, on a très peu d'informations à ce sujet-là, mais une chose qu'on est certain puis qu'on va apprendre, c'est que Aileen aurait eu de multiples relations sexuelles avec son grand frère Keith. Ah, je me demandais si ça s'en venait. C'est vrai que j'y avais pensé tantôt. Ouh.
Puis ça, il paraît que c'était comme connu à l'école, qu'ils couchaient ensemble tout le temps. Tu sais, c'était récurrent. Puis les sources, ils mentionnent à peu près autour de 8-9 ans. Fait que c'est comme pas clair exactement, mais tu sais, elle était vraiment jeune. Puis elle avait des relations sexuelles complètes. Encore une fois, pour ajouter à son enfance plus que tragique, en 1970, Aileen va être victime d'une agression sexuelle par un des amis de son grand-père, Laurie, et elle tombera enceinte. Oh non. Mon Dieu, ça commence mal, là. Ah, ça va pas du tout. À ce moment-là, Aileen, elle a 14 ans. C'est ça, là, voyons. Ouais. Puis l'affaire, c'est qu'elle est tellement stressée parce qu'elle aime tellement pas ses nouveaux parents, là, ses grands-parents. Dans le fond. Elle a tellement peur d'eux qu'elle va pas être capable de l'annoncer tout de suite quand elle va le sentir, mettons. Là, elle va voir que son corps il change, que son ventre il grossit. Elle va se douter que c'est ça qui se passe. Puis elle va pas être capable de le dire à ses grands-parents parce qu'elle a trop peur de genre leur réaction. Fait qu'elle va attendre 6 mois avant de le dire. Oh mon Dieu! 6 mois, c'est parce que, genre, elle pouvait sûrement plus le cacher, tu sais. Puis, je vais mettre une photo, là, sur Instagram, vous irez voir, si ça vous tente, parce que c'est assez traumatisant, là. On voit pas très bien, parce que c'est une photo en noir et blanc, là, c'est quand même vieux. Mais tu vois, c'est genre Aileen à la plage, en petit bikini, puis elle a un gros ventre, tu sais, de femme enceinte. Puis tu vois clairement qu'elle est beaucoup trop jeune, là, que ça fonctionne pas. Ça fait tellement triste, là, ça a pas de bon sens. Fait que, bref, elle va finir par l'annoncer à Laurie Warnes, son grand-père, et comme elle s'en attendait, il va avoir la pire réaction de l'univers. Puis il va même pas être comme fâché contre son ami parce qu'il l'a violée, parce qu'il a violé, sa fille adoptive. Il va être fâché contre Aileen parce qu'il va dire que être enceinte à 14 ans, genre, ça paraît mal en esti pour lui. Hey, voyons! Le monde sont tellement stupides. Ouais. Oh mon Dieu! Fait que, bref, la grossesse va être menée à terme, puis Aileen, elle va accoucher dans une maison de jeunes mères célibataires à Détroit. Puis avant même, en fait, dès qu'elle va accoucher, ils vont prendre son enfant, puis Laurie Warnes, comme elle est mineure, va prendre la décision de le mettre en adoption automatiquement, puis elle va même pas pouvoir le voir, son enfant. Donc c'était un petit garçon. Puis elle va jamais l'avoir vu, jamais avoir eu connaissance de tout ça. Il va être adopté. C'est tellement triste, mais en même temps, peut-être que cet enfant-là, il s'en est sorti. Il est peut-être chanceux au final de pas être resté avec elle, mais à ce moment-là, c'est triste. Tu sais, on n'a aucune idée de comment il s'en est sorti, justement. On sait même pas c'est qui. Puis tu sais, c'est sûr que Aileen, même si elle avait juste 14 ans, elle prenait déjà beaucoup de drogue et d'alcool. Fait que ça se peut que l'enfant, il ait comme déjà eu un petit pied en retard à sa naissance, là. Ouais. Mais au moins, tu sais, il a comme pas vécu avec elle et dans ce genre de famille-là. Fait que, bref. Après cet événement, qui est encore plus traumatique, il est rendu avec une méchante liste de traumas dans sa vie, là, on s'entend, pour un si jeune âge. C'est pas terminé. En 1971, fait que 1 an après ça, sa grand-mère, donc sa mère adoptive, là, si tu veux, va mourir d'une cirrhose du foie à cause qu'elle était alcoolique. Et donc, elle va comme tomber tout seule avec son grand frère Keith et son grand-père Laurie, qui est comme pas une bonne chose. Aileen, à ce moment-là, elle va lâcher l'école parce qu'elle est plus capable de... Ça marche pas, là, tu sais, elle est pas bonne à l'école, ça fonctionne pas. Puis elle constate que la prostitution, tu sais, ce qu'elle fait dans le fond à l'école et hors de l'école, ben ça y amène de l'argent. Fait qu'elle se dit, tant qu'à ça, je vais me consacrer rien qu'à ça. Puis je vais pouvoir me faire de l'argent à moi tout seul et potentiellement comme pouvoir partir de cette maison-là. Ouais. Tu sais. Fait que elle lâche l'école. En 1972, donc l'année, 1 an plus tard, après le décès de Britta, la grand-mère, Laurie Warnes, le grand-père, va être plus capable de s'occuper de ses 2 enfants adoptifs. Il est écœuré, tu sais, il est tout seul avec eux, puis il les aime pas, clairement, là, ça fonctionne pas. Fait que, juste comme ça, out of nowhere, il va juste décider de les abandonner à son tour, puis il va les mettre les 2 à la porte. Mais ils sont encore mineurs, là. Mais il est goddamn dehors. Oh mon Dieu!
Donc là, Lee, elle se retrouve livrée à elle-même dans la rue, officiellement. Je pense que quand elle s'est fait pitcher dehors, justement, c'était l'hiver. Fait qu'elle se retrouve à comme errer dans les forêts autour de son école, mais qu'elle va plus, là, l'école qu'elle va plus. Puis elle est tout seule. Tout ce qu'elle fait, en fait, c'est qu'elle se prostitue. Puis elle va commencer à faire des vols un peu par-ci par-là pour avoir de l'argent et survivre, dans le fond. Pauvre petite, my God. Puis il y a des gens de l'école qui vont témoigner l'avoir vu justement vivre dans les bois. T'sais, ils passaient à côté d'eux pendant qu'eux autres, il y avait comme des maisons, des toits, puis de la bouffe sur la table. Puis ils la voyaient, là, qu'elle habitait dehors en plein hiver, puis ils faisaient rien, tu sais. Voyons donc. Fait qu'elle était vraiment pas choyée de la vie. T'sais, c'était comme la fille un peu deg de l'école. Elle se faisait clairement traiter de pute, déjà, tu sais. Fait que le monde, il faisait juste la voir comme un déchet, puis personne l'aidait. Quelques temps plus tard, tu sais, après justement sa vie dans la rue, elle va être arrêtée dans l'État du Colorado pour conduite sous influence de l'alcool, pour avoir troublé l'ordre public et pour possession d'une arme de calibre 22. Fait que bref, elle va comme toujours un peu se faire arrêter pour des vols, des délits quelconques. Elle va passer un peu de temps en prison, elle va sortir, un peu, tu sais, in and out de la prison. Puis pendant cette période-là, la goutte, ben pas la goutte qui fait déborder le vase, mais presque, son frère, Keith, il va mourir d'un cancer de la gorge. Oh! Puis peu de temps après ça, après la mort de Keith, son grand-père, Laurie, qu'elle voyait plus de toute façon, il va mourir par suicide également. Hey! Tout comme son père biologique. Qui est comme entouré de morts, là, Ouais. c'est... De drame, là, pas possible. Fait qu'à ce moment-là, Aileen, elle se retrouve complètement tout seule. Tu sais, elle l'était déjà dans le sens qu'elle habitait dans la rue et elle se trouvait pas mal tout seule, là, mais là, tout le monde autour d'elle est mort, il n'y a plus ça va d'espoir. pas du tout. Même si elle les haïssait, je suis sûre qu'elle avait quand même un sentiment d'appartenance envers eux un peu, là, tu sais, même si ils lui ont fait du sûrement. mal, des fois, leur décès peut t'affecter quand même, là. Ben oui, c'est sûr, là. Genre là, c'est sûr que avec tout ça, comme elle savait au fond d'elle que peu importe qu'est-ce qu'elle décide de faire, elle a plus de famille autour d'elle. Puis tu sais, elle va sûrement pas retourner vers sa mère biologique, là, parce qu'elle l'a abandonnée à 4 ans, tu sais, puis elle veut rien savoir d'elle. Fait que là, Aileen, la mort de Keith, ça va vraiment la frapper, puis elle va comme se rendre compte qu'elle aurait vraiment besoin de trouver quelque chose qui lui donne une certaine stabilité dans sa vie parce que sinon, ça sert plus à rien. Genre, elle est comme, là, je me laisse une dernière chance, genre, sinon, ma vie, ça marche plus, là. Fait qu'elle va, à ce moment-là, décider de déménager en Floride, à Daytona Beach. Fait que c'est là que l'histoire va prendre place, là, les drames que je vais vous parler tantôt. Puis, elle va rencontrer un homme, elle va se marier avec lui. Il s'appelle Lewis, c'est un riche retraité de 69 ans qui est président d'un club de yacht. Fait qu'il a vraiment beaucoup de cash. Elle se dit, si je vais avec lui, tu sais, puis que, tu sais, il me traite bien, il me fait vivre, il y a de l'argent, je pourrais peut-être comme avoir une certaine stabilité puis me reprendre en main. Ouais. Genre, c'est comme la dernière chance qu'elle se donne. Oui, you go, girl. Ouais, j'aurais probablement fait la même chose. Ouais. Puis en plus, tu sais, elle a comme réussi, là, dans le sens qu'elle a sorti avec lui. Fait que continue dans cette voie-là. Tu sais, il n'y a rien de mieux qui t'est arrivé jusqu'à date. Là. Sauf que là, malheureusement pour Aileen, seulement 9 semaines après le début de leur mariage, Lewis, il va demander un... Restraining order? Un restraining order contre elle. Ouais, fait que là, t'es comme, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle a fait? Puis c'est ça, il va demander le divorce. La raison, ça va être que malgré le fait que Aileen Wuornos était extrêmement colérique et frustrée et violente, mais tu sais, rendu là, on voit de où ça vient, là, genre, il va comme l'accuser de s'être... Voyons que Aileen, elle le violentait avec sa canne, entre autres. Elle donnait des coups de canne. Puis c'est pour ça qu'il va demander un restraining order contre elle. Sauf que quand ils vont l'arrêter, Aileen, elle va dire la même affaire. Elle va dire c'est vraiment pas vrai, c'est lui qui me battait avec sa canne. Puis là, c'est comme ma parole contre la tienne. Puis ça finit juste par mourir dans l'œuf, mais tu sais,
On peut imaginer que c'est Eileen, clairement, qui était dans le tort à cause de tout ce qu'elle a vécu dans le passé. Là. Mais voilà, ça finit par mourir de même. Donc, en 1978, après tout ça, là, ça a fait faire toutes les médiocrités du monde. Puis en plus, là, genre, ça a donné une dernière chance puis que ça allait pas fonctionner. Eileen, elle va essayer de s'enlever la vie en se tirant une balle dans l'estomac. Et tristement pour elle, parce qu'elle a pas réussi, elle va survivre à sa balle dans l'estomac. Normalement, on est content, une tentative de suicide qui marche pas, mais là, ouais. Ben, tu sais, elle, à ce moment-là, tout ce qu'elle voulait, c'était mourir, puis elle, genre, je suis même pas capable. Genre, elle est frustrée, elle est comme ça fonctionne pas. Là, elle se dit, garde, la vie veut me continuer à faire... Tu sais, veut continuer à me voir vivre de la misère. De la merde. De la misère. J'ai vraiment eu de la misère à dire cette phrase-là. Fait qu'elle va juste continuer de vivre, puis elle va recommencer à se prostituer, puis à faire plusieurs délits pour gagner sa vie. En 1981, quelques années plus tard, Eileen est rendue à 25 ans. C'est quand même jeune là, pour avoir vécu tout ça, tu sais, on s'entend, oui. Là? On l'oublie, là, mais elle a juste 25 ans. Elle va faire 1 an de prison en Floride pour avoir volé 33 $ dans une épicerie. Ben voyons! On s'entend, c'est cave en tabarouette. Mais en même temps, tu sais, avec son comme passé criminel, toutes les choses qu'elle a faites, sont genre avant en prison, là. Même si c'est juste 33 piastres, faut qu'elle apprenne quelque chose, genre. Sauf que là, quand elle va se faire libérer de son 1 an de prison, ben, Eileen, elle a rien compris, là, puis elle va juste continuer, là. Elle, c'est sa seule façon qu'elle connaît de faire de l'argent. Fait qu'elle recommence la prostitution, elle recommence à voler des choses, elle va voler des voitures, elle va faire de la contrebande de drogue, elle va se faire arrêter, elle va se faire condamner pour comme obstruction à la justice, résistance lors d'une arrestation policière. Tu sais, plein de petits trucs comme ça. Ouais. Puis sa vie va rester de même pendant plusieurs années encore, jusqu'à ce qu'elle fasse une rencontre qui va changer sa vie complètement. En 1986, Lee va faire la rencontre de Tyria Moore. J'ai de la misère à le dire, là. Tyria Moore. Une jeune femme de 24 ans. Elle va l'avoir rencontrée dans un bar gay, le Zodiac, et elle va automatiquement tomber follement amoureuse de Tyra. Puis, j'imagine que vous avez un peu comme compris son... comment dire... sa ligne directrice, là, genre son chemin qu'elle va prendre. Tu sais, on s'entend, elle est plus capable des hommes. Ouais. Elle les déteste. Fait qu'elle va juste se dire, ben, tabarouette, genre... naturellement, comme je dois être avec une femme, là. C'est pas avec un homme certain que ça va bien aller. Fait que c'est pour ça qu'elle a commencé à fréquenter les bars gays, puis à se dire, on essaye autre chose. Fait que c'est ça. Elle va tomber en amour de Tyria, puis c'est la première personne, la première femme, mais surtout la première personne qui va la faire sentir de même dans sa vie. C'est la première personne qui va être capable de dire qu'elle a réellement aimé. Puis la première personne, surtout, qui va pouvoir avoir comme confiance en elle, puis se sentir en sécurité, qui est comme 2 termes qu'elle connaissait pas avant du tout. Là. Elle a jamais eu confiance en personne, puis elle s'est jamais sentie sécure nulle part. Fait que, vu qu'elle se sent automatiquement comme ça avec elle, ils vont vraiment se mettre rapidement en couple, ils vont déménager ensemble et commencer à bâtir leur vie. Au début de leur relation, Eileen avait comme tenté de trouver un nouvel emploi pour genre vraiment partir sur des meilleures notes, des meilleures bases. Là, elle est en amour, elle va bien, elle se dit comme, écoute, c'est assez la prostitution, j'essaie de partir ma vie, genre, ça va bien aller. Sauf que l'affaire, c'est qu'avec tout le passé criminel qu'elle a, puis toutes les fois où elle est allée en prison, puis la prostitution et tout, qui est illégale, c'est vraiment dur pour elle de se trouver un emploi, puis à chaque fois qu'elle essaye, les gens, ils la retournent de bord, comme ils veulent rien savoir. Personne veut comme y donner sa chance, t'sais. À un moment donné, elle va finalement réussir à trouver une petite job comme femme de ménage. Sauf qu'elle va pas faire long feu à cette job-là parce que, bref, ça va juste comme l'ennuyer. Puis elle va se rendre compte qu'elle fait comme pas beaucoup d'argent. Moins qu'elle en faisait quand elle était prostituée. Puis Tyria, sa blonde, elle travaille pas. Puis elle boit beaucoup, puis elle consomme beaucoup de drogue. Et elle fait beaucoup le party. Oh, ouais. Ce qui est pas comme... la pire des choses, parce que pour
tout ce qu'elle a vécu, on s'entend, c'est vraiment pas si pire que ça, là, tu sais. Au moins, c'est une femme qui l'aime puis qui prend soin d'elle. Sauf qu'elle trouve justement que travailler comme femme de ménage, ça rapporte pas assez pour 2 personnes. Fait qu'elle décide de lâcher sa job puis de recommencer la prostitution. Puis Aileen, elle va le dire là, plus tard dans son procès, mais quand elle était prostituée, elle faisait quand même vraiment beaucoup d'argent. Elle faisait genre entre 200 et 300 $, par jour. C'est déjà beaucoup... C'est déjà très bien aujourd'hui, là, faire 300 $ par jour. Imagine à l'époque, genre dans ces années-là. Elle était riche, là, tu sais. My God. Fait qu'elle, elle va tout de suite comme recommencer à faire du cash comme prostituée. Puis Tyria, elle va comme être d'accord avec ça, tu sais, elle va être au courant de tout ça. Elle verra pas ça comme de la tromperie, rien de tout ça, parce qu'elle, au fond, elle va profiter de cet argent-là, tu sais. Tout l'argent qu'elle va faire, ben, elle va être capable de se payer de la drogue, de l'alcool, puis de tout continuer à... C'est ça, à vivre. Fait qu'on peut voir que Tyria, elle profite quand même un peu d'elle, tu sais, c'est pas... Ouais. C'est pas super... Elle est pas toute blanche, là, Tyria. Puis c'est triste parce que, justement, tu sais, à ce moment-là, vu qu'elle est en amour, Aileen, elle a comme tellement un regain, genre, elle veut comme prendre soin d'elle. Puis elle fait beaucoup d'argent, là, genre, même si c'est comme avec la prostitution, tu sais, au final, c'est tout ce qu'elle a connu, puis elle gagne bien sa vie. Fait qu'elle aurait pu, genre, bien virer à ce moment-là. Genre, se donner une vraie chance pour vrai. Mais vous allez comprendre que Tyria, qui profite d'elle et qui prend tout son argent, ben c'est comme une coche de trop pour elle, encore une fois. Maintenant, je vais vous parler des fameux événements qui font en sorte qu'il y a un podcast aujourd'hui sur elle. C'est pas seulement pour vous parler de ses petits vols et tout ça, là, vraiment pas. C'est vraiment comme des événements qui vont marquer la fin pour elle, malheureusement. Genre, on dirait que je veux pas dire malheureusement parce que... Bref, je voulais expliquer au début de l'épisode, je suis vraiment comme mitigée dans tout ça. Mais je vais vous parler des événements tragiques qui sont arrivés par après. Donc, entre la fin de l'année 1989 et la fin de l'année 1990, donc tout ça s'est passé sur une période de seulement 1 an, 7 hommes blancs, tous âgés dans la 40, 50 et soixantaine, un peu le genre de client typique que les prostituées de l'époque de cet environ-là avaient comme clients, sont retrouvés morts dans le centre de la Floride. Ouh. 7. Chacun d'entre eux ont été vidés, dépouillés de toutes leurs affaires personnelles, tous leurs objets précieux qui étaient avec eux et tout ça. Et ils ont été tués de balles de fusil. Ça varie après ça le nombre, là. C'est pas toujours le même nombre de balles de fusil. Ouais. Pour finalement se faire laisser pour mort quelque part. Et chaque fois, en fait, dans chaque histoire, l'agresseur a pris leur voiture et a quitté avec leur voiture. Puis là, vous devinerez de qui que je vous parle. L'agresseur en question, eh bien oui, c'est Aileen Wuornos. Je vais donc maintenant te décrire brièvement les 7 victimes. Comme je t'ai dit tantôt, il n'y a pas genre 40 000 informations sur eux, mais assez comme pour qu'on se fasse un portrait global de qui étaient ces hommes, mettons. Puis après ça, je vais passer au procès de tout ça. Donc, le 30 novembre 1989, c'est là que Lee va faire sa première victime, Richard Mallory, un homme de 51 ans de Clearwater, en Floride, qui avait récupéré Lee le long de l'autoroute principale, en fait, là où elle faisait tout le temps genre de l'autostop pour entrer dans les voitures et exercer son métier. Ouais. Puis, Richard Mallory, il a été d'ailleurs reconnu coupable dans le passé, puis il a même servi plusieurs années en prison pour viol. Donc, pour agression sexuelle. Super. C'est important à savoir. Donc, Richard Mallory aurait été abattu de plusieurs balles dans la poitrine et Aileen va plaider plus tard, pendant son procès, avoir agi par légitime défense parce que l'homme en question aurait essayé de l'abuser sexuellement et aurait ensuite tenté de la tuer. Son corps à Richard Mallory fut retrouvé le 13 décembre de la même année. 6 mois plus tard, Lee fera sa deuxième victime, un dénommé Charles Dick Humphreys, un homme de 56 ans, commandant à la retraite des forces armées américaines,
un ancien chef de la police et un ancien enquêteur pour la lutte contre la maltraitance d'enfants pour l'État de la Floride. Hey. Quelqu'un de techniquement important. Ben ouais. Son corps, à lui, fut retrouvé le 12 septembre 1990. Il était entièrement nu et lui, il aurait reçu 6 balles à la tête et au torse. Selon Eileen, ce qu'elle va dire pendant son procès, encore une fois, c'est que l'homme l'aurait menacée et lui aurait dit que si elle acceptait pas de lui faire des gâteries, c'est les mots qu'elle va employer, ben c'est la traduction, si elle acceptait pas de lui faire des gâteries gratuitement, genre il allait pas la payer, ben il va la dénoncer comme prostituée, puis étant donné qu'il était chef à la police, tout ça, ben elle va être vraiment dans la merde. Ah, ouais. Fait qu'il l'aurait menacée, puis elle aurait comme... Dans le fond, c'était sans son consentement, tout ça. Il l'aurait comme forcée, puis c'est comme ça qu'elle l'aurait tuée. Fait qu'elle plaide encore une fois légitime défense. Là, je vais aller un petit peu plus vite, là, mais la troisième victime va être David Spears, un homme de 43 ans, encore blanc. Son corps fut retrouvé le 1er juin 1990. Il avait reçu 6 balles. Ensuite, il y aura Charles Carskadon, je ne sais pas si je le prononce comme il faut, 40 ans, découvert, lui, le 6 juin 1990 et il avait reçu 9 balles. Ensuite, on a Peter Seams, 65 ans. Pour ce qui est de Peter Seams, il y a seulement son véhicule qui va être trouvé et plus tard, on va être capable, en fait, d'identifier une empreinte digitale de Aileen Wuornos sur le véhicule. Et, dans le fond, avec ce véhicule-là en question, Aileen et Tyria vont être spotés par des témoins en possession du véhicule. Fait que, ouais. Puis là, c'est ce qui laisse encore plus planer un espèce de doute là, sur Tyria. Comme, est-ce qu'elle veut vraiment le bien de Aileen ou pas vraiment? Puis, est-ce qu'elle est coupable aussi, tu sais, dans cette affaire-là? Parce que là, elle est spotée avec Aileen. Donc... Mais elle faisait quoi? Elle a été spotée à faire quoi? Dans le fond, les deux, ils ont été spotés avec le véhicule de Peter Seams. Puis, tu sais, je vais vous l'expliquer plus tard, mais à chaque fois, dans le fond, qu'il y avait une victime, ils se débarrassaient du corps, puis... C'est ça qu'on pense, en fait, mais c'est que Tyria devait pas nécessairement appuyer sur la gâchette, tu sais, pas être celle qui le tue, mais elle devait sûrement aider Aileen Wuornos à comme cacher le corps, se débarrasser de la voiture, puis vendre tous les objets de la personne, mettons. Ouais. Fait que c'est pour ça que Tyria, je suis comme pas certaine. Là, ça fait un petit bout que je suis pas sûre que je l'aime tant que ça. Ouais, moi non plus. Donc voilà, puis Peter Seams, comme je disais, lui, son corps, il va pas être retrouvé. Donc, on va comprendre plus tard qu'on va surtout parler de 6 victimes et non de 7 parce qu'on n'a pas la preuve qui est mort. C'est le seul. Ensuite, il y aurait eu Troy Burress, 50 ans. Son corps a été trouvé le 4 août 1990 et il avait il aurait été tiré de 2 balles dans le corps. Et finalement, la 7e et dernière victime serait Walter Gino Antonio, 62 ans, retrouvé le 19 novembre 1990 et lui aurait été atteint de 4 balles. Fait que clairement, c'est toujours la même façon de procéder. Elle est embarquée par ces hommes-là sur le bord de l'autoroute, puis a fini par les tirer de balles dans le corps. Ouais. Donc voilà pourquoi on a un tueur en série. Après avoir comme toutes les informations qu'on a, oui, Aileen, elle reste comme une tueuse en série. C'est elle qui va être tôt ou tard reconnue coupable d'avoir tué ces 7, voire en fait 6 victimes-là. Sauf que Tyria est comme louche à ce moment-là. Elle n'est pas si innocente qu'elle en a l'air. Probablement qu'elle était comme complice dans l'affaire, mais en tout cas, je vais comme vous revenir là-dessus plus tard. OK. Fait qu'au tout début de l'enquête, en fait, plus ils trouvent des hommes morts dans cet état-là, tu sais, ils font pas tout de suite les liens entre chaque mort, parce qu'au final, c'est comme trop random. Ouais. C'est comme des hommes qui ont été trouvés dans plein de moments différents, souvent nus avec des balles dans le corps, mais c'est comme pas clair qu'est-ce qui s'est passé, tu sais, parce qu'ils ont rien d'autre pour l'instant. C'est quand même bizarre qu'elle les déshabillait. Ben souvent, c'est parce qu'ils étaient en train d'avoir une relation sexuelle. Tu sais, parce que... Ah ouais, j'avoue.
Elle était prostituée, fait que probablement qu'il y avait une relation sexuelle quelconque, ça tournait mal, puis là, c'est là qu'elle agissait, tu sais, elle sortait son gun. OK, ouais. Fait qu'au début, les policiers, tu sais, c'est ça, ils font pas encore les liens entre chacune des victimes, puis ils comprennent pas vraiment qui pourrait être le tueur. Fait qu'au début, ils essayent de trouver un homme coupable, parce que c'est rare à ce moment-là que c'est les femmes qui sont coupables de tel meurtre. Fait qu'au début, ils cherchent un homme, sauf que, éventuellement, plus l'enquête avance, ils vont comme réussir à trouver les voitures des victimes, et c'est justement grâce à la fameuse voiture de Peter Sims qu'ils vont être capables de récolter les empreintes digitales de Aileen Wuornos et de Tyra Moore. Et ils vont donc commencer à se dire que la tueuse ou les tueuses, c'est en réalité des femmes. Ou une femme. Bref, ils savent pas trop. Le 4 juillet 1990, c'est là justement que les deux femmes vont se faire apercevoir dans la voiture de Peter Sims, une des victimes de Aileen. Et c'est là qu'on va trouver les fameuses empreintes digitales. Sauf qu'ils n'ont pas encore attrapé les jeunes femmes. Là, à ce moment-là, ils savent quoi chercher et ils vont faire comme les 2 portraits robots avec les témoins qui ont vu les 2 femmes. Là. Ils vont faire les 2 portraits robots de Aileen Wuornos et de Tyria. Puis ils vont passer ça comme dans tous les médias automatiquement. Ça va faire le tour des journaux. Ça va être vraiment important que tout le monde commence à chercher ces 2 femmes-là. Ils vont vraiment être comme en cavale, si on veut. Puis ils savent qu'ils sont recherchés, les filles? Oui, parce que les filles, c'est ça, à ce moment-là, ils vivaient encore leur vie comme si rien allait leur arriver, là. Sauf que quand ils se font voir par les témoins dans la voiture de Peter Sims, ça va comme vraiment commencer à passer dans les journaux, là. Genre, des témoins ont vu 2 femmes, blablabla, ils vont sortir les portraits robots. Fait qu'eux, ils voient justement que là, ils sont recherchés par la police, les 2, puis ils doivent faire quelque chose. Fait qu'ils vont commencer par juste se séparer. Pas se séparer amoureusement, mais Aileen va comme se cacher, I guess, de la manière qu'elle peut. Sauf que Tyria, elle va quitter. Elle va fuir l'État de la Floride, puis elle va aller se cacher chez sa sœur en Pennsylvanie. Fait que louche la petite Tyria, là. Genre, déjà là, comme à la première occasion qu'elle a, elle fuit sa copine, là. Ouais. Tu sais, elle profite d'elle, elle prend tout son argent, elle l'aide dans ses meurtres, mais genre, dès qu'ils ont une chance de se faire pogner, comme, elle fuit, là. C'est quand même assez louche. Puis Aileen Wuornos, elle fuit pas, là. Elle est juste comme... Elle continue à vivre sa vie, tu sais. Elle est une prostituée, elle se dit, je serai pas cherchée par personne, là, genre... Tout ça. Elle sait pas, à ce moment-là, qu'ils ont des empreintes digitales sur elle. Quelques temps plus tard, donc le 9 janvier 1991, quelques mois plus tard, en fait, Aileen Wuornos, qui est comme cherchée activement par la police parce qu'ils ont ses empreintes digitales, va être officiellement arrêtée lors d'une débarque de police genre spectaculaire là, qui va faire comme la une de tous les journaux. Oh my God! Elle va être dans un genre de bar de motards en région, là, sur le coin d'une rue. Puis le bar s'appelle The Last Resort. Et quelqu'un va l'apercevoir là, donc les policiers vont se rendre pour l'arrêter. Ça va être énorme, là. Genre énorme. Là. Sauf que Aileen, à ce moment-là, elle se débat pas, là, elle est comme... Tu sais, c'est une femme dans le bar. Genre, il pense, elle boit sa bière. Genre, il pense qu'elle se cachait puis qu'elle essayait d'être undercover, mais dans le fond, elle s'en foutait. Ouais. Tu sais, elle est juste comme... En tout cas, si, mettons, j'essaie de dire ce qu'elle a dit au procès, là, à ce moment-là, elle est une prostituée. Elle se sent pas en cavale plus que ça. Ce qu'elle dit, tu sais, c'est qu'elle s'est faite agresser sexuellement, puis elle s'est défendue avec ce qu'elle avait, puis elle continue de vivre sa vie. Fait que à ce moment-là, tu sais, c'est un peu intense à quel point il y a beaucoup de policiers qui vont là pour l'arrêter, tu sais. Genre, elle se débat pas rien. Mais tu sais, je peux comprendre, ça reste une tueuse en série qui, techniquement, selon la police, est en cavale. Ouais. Par contre, tu sais, oui, ils ont une empreinte digitale, mais ils n'ont pas trouvé le corps de Peter Sims. Fait qu'ils sont pas capables... Tu sais, ils n'ont pas assez de preuves. C'est pas comme s'ils avaient trouvé les empreintes digitales sur l'auto d'une autre des victimes puis qu'ils avaient trouvé son corps après et tout et tout. Ils ont pas assez de preuves pour l'arrêter. T'sais. Tout ce qu'ils ont, c'est, oui, ses empreintes sur la voiture, mais ça veut comme pas dire que c'est elle qui l'a tué parce qu'elle est prostituée puis elle fait c'est une hitchhiker, genre, elle fait de la route, tu sais. Ouais. Sauf qu'ils sont pas mal convaincus que c'est elle, tu sais. Donc, ils vont comme décider d'y aller de la manière brusque
et utiliser la seule possible faille de Aileen Wuornos, son amoureuse. Mhm. Donc, ils vont faire leur recherche sur Tyria Moore et ils vont finir par la trouver son emplacement. Et c'est vraiment drôle parce qu'elle va être retrouvée à Scranton, en Pennsylvanie. Comme dans The Office. Comme dans The Office. Ok, c'est drôle. Bref, ouais, c'est juste drôle. Là. C'est Scranton. Bref. Donc, ils vont la retrouver à Scranton, en Pennsylvanie. Ils vont l'arrêter et ils vont la ramener en Floride pour l'avoir en interrogatoire. Sauf que là, Tyria, tu sais, elle est convaincue qu'elle va se faire arrêter parce qu'elle sait, tu sais, ce qu'elle a fait. Fait qu'elle est quand même assez stressée. Sauf que les policiers vont tout de suite lui passer un genre de marché. Ils vont passer un marché avec elle. Puis ils vont lui dire, pour vrai, on te laisse ta liberté contre les confessions de tout ce qui s'est passé. On veut savoir si Aileen Wuornos, ta blonde, est coupable, responsable de tous les meurtres qu'on a ici. Les 7. Mon Dieu. Les 7, entre parenthèses 6, là, parce qu'il y en a un qu'on sait pas encore. Tyria, ça va pas prendre 2 secondes qu'elle va accepter leur deal. Fait qu'au final, elle l'aimait pas tant que ça, sa blonde. T'sais. C'est toujours ça, hein? C'est toujours ça, les couples. Ben oui. Dès que t'es 2 dans l'équation, tout le monde veut se sauver le cul, là, c'est sûr. Fait que... Donc, ça, juste pour vous dire, là, je veux mettre l'accent là-dessus, c'est après tout ce que Aileen a vécu dans sa vie de terrible, c'est la pire chose. Elle va dire que c'est la pire trahison qu'elle a vécue de toute sa vie. Tu sais, après les agressions qu'elle a vécues, les abandons, tous les trucs tragiques qu'elle a vécu, elle va dire que se faire trahir par sa propre blonde, c'est la pire affaire qu'elle a vécue de toute sa vie. Puis elle va dire ça plus tard dans le procès, là, à ce moment-là, tu sais, c'est pas encore arrivé, là, mais... Puis en plus, contrairement à les autres gens qui l'ont trahi ou abandonné, c'était plus comme des membres de sa famille qu'elle avait comme pas choisi, mais là, Tyria, elle a choisi d'y faire confiance. Fait que ça doit être doublement plus blessant après ça que ça te revire contre toi, que ça se retourne contre toi. Là. Ah oui, vraiment. Fait que, comment qu'ils s'y sont pris, les policiers et Tyria, c'est que, tu sais, à ce moment-là, Aileen est arrêtée, elle est en prison en attente de son procès, mais ils n'ont pas encore assez de preuves pour l'incriminer de quoi que ce soit. Fait qu'ils vont demander à Tyria de l'appeler en prison, tu sais, parce qu'en plus, c'est sûr qu'elle allait l'appeler, là, c'est sa blonde à ce moment-là, puis Aileen, elle se doute de rien, tu sais. Fait qu'elle va l'appeler, mais à chaque fois, les appels vont être enregistrés et écoutés par les policiers. Mm-hmm. Tyria va accepter, donc elle va l'appeler tout le temps, elle va la faire parler le plus possible, puis à chaque appel, tu vois Aileen, là, parce que tous les appels ont été enregistrés, j'en ai écouté quelques-uns, puis c'est vraiment triste parce que Aileen, tu sais, elle pleure, elle est en prison, et genre, je t'aime tellement, je m'ennuie tellement de toi, j'espère que je vais te revoir un jour, tu sais, elle est vraiment comme triste, en peine d'amour, elle panique. Puis Tyria, elle répond étrangement plus à ses avances. Elle va comme jamais dire « je t'aime moi aussi », elle va jamais dire « tu me manques toi aussi ». Tu sais, elle est rendue comme un peu froide. Puis tu vois que elle a aucune émotion. Genre, on dirait que ça ne dérange pas de faire ça, dans le fond. Elle a comme pas l'air d'aimer cette personne-là, finalement. Ouais, ben aussi, en même temps, si tu sais que t'es en train de la stouler, peut-être que tu te sens mal de dire « ah, je t'aime moi aussi », tu sais. Ouais. Ça doit être bizarre comme feeling, là. Oui, en effet. Fait que bref, elle va commencer à la manipuler, tu sais, puis elle va mettre de la pression pour que Aileen, elle dise des choses, tu sais, qu'il faut qu'elle confesse. Puis c'est après son 11e appel. Ça prend 11 coups de téléphone. Ça prend, je pense, 3 jours, là. Ils se sont appelés plusieurs fois par jour pendant 3 jours, de quoi de même. Tyria, elle va comme pleurer, puis elle va dire « Je comprends pas, là, Aileen, les polices, ils ont vraiment beaucoup de preuves à ton sujet, ils vont t'incriminer. » Mais là, elle dit « J'ai peur que moi aussi, ça m'incrimine. » Puis tu sais, elle joue avec ça un peu. Probablement qu'elle est coupable de certaines affaires, mais là, elle veut comme que Aileen la protège. Fait qu'Aileen, elle va finir, enfin, par dire... Écoute, t'as pas à t'inquiéter, ça va bien aller pour toi, garde, je vais tout te confesser, puis toi, tu vas être correct. Mais encore là, tu sais, on sait pas si elle dit ça pour vrai, genre parce qu'elle pense, puis parce que c'est la pure vérité, ou si c'est parce qu'elle est comme manipulée par Tyria, tu sais. Ouais. Qu'elle dit haut et fort, t'as rien fait, blablabla, alors qu'elle a peut-être fait quelque chose, mais comme...
Inquiète-toi pas, t'as rien fait, tu vas être correct, il va rien t'arriver, je t'aime tellement, je veux rien qui t'arrive, je vais tout dévoiler, je vais le dire que c'est moi qui ai commis toutes les meurtres, blablabla. Puis tu sais, elle dit ça de même. Puis là, les policiers voient ça comme la confession de Aileen Wuornos. Ouais. Peut-être qu'elle faisait ça pour sauver sa blonde, mais aussi, tu sais, en tout cas, c'est pas mal sûr qu'elle est coupable, mais... Oui. Oui, puis tu sais, elle dit là, qu'elle est coupable, mais elle dit dans le fond qu'il y a juste elle de responsable. C'est peut-être la seule affaire qui est comme pas 100% vraie, mais elle va confesser grâce à ce petit prank-là de la part de Tyria. Donc, le 14 janvier 1992, après tout ça, là, après les confessions et tout ça, le procès va commencer. Et au début, justement, comme je disais tantôt, Aileen, elle va commencer par plaider qu'elle a agi en fait par légitime défense pour les 6 meurtres, donc les 6 corps qui ont été retrouvés. Mm-hmm. Puis c'est ça, elle va dire que à chaque fois, elle se faisait agresser sexuellement, c'était un viol, puis elle a agi parce que sa vie était menacée, elle était sur le point de se faire tuer, elle avait eu des menaces de mort, blablabla, puis elle aurait agi par légitime défense et aurait tué ces hommes-là. Donc elle plaide ça au début pour toutes les meurtres. Ouais. Son avocat, lui, justement, il va comme la défendre, puis il va mettre l'accent vraiment sur le meurtre de Richard Mallory, parce que c'est le seul, mettons, qui a fait de la prison pour viol. Fait que c'est comme un point important pour défendre Aileen, parce que ça fonctionne vraiment avec ce qu'elle dit, tu sais. Puis il existe justement toutes les footages du procès, là, puis au début, c'est ça, Aileen... Quand ça commence, les procès, parce que ça va durer des années et des années et des années, mais quand ça commence, elle va vraiment être dans tous ses états, tu sais, elle pleure, elle raconte ses affaires, ses histoires en détail, elle dit des mots horribles, tu sais, des trucs qu'elle a vécu. Sérieux, ça fait vraiment pitié à regarder, puis on sait pas si elle dit la vérité, tu sais, peut-être qu'elle ment, peut-être qu'elle a fait juste passer ça pour de la légitime défense, mais elle a l'air, genre, vraiment, là, complètement vulnérable, complètement à terre. Mm-hmm. Puis c'est ça. Fait que c'est comme ça que ça va commencer le procès. C'est aussi là, justement, que le documentaire, tu sais, il va commencer, là, à partir du moment où elle est arrêtée. Fait que Nick Broomfield, entre-temps, il va vraiment se faire ami avec Aileen Wuornos, là. Il va même l'appeler Lee, là, puis il va tout le temps aller la visiter en prison pour essayer d'y parler avant son procès, pendant son procès, blablabla, pour avoir comme plus de détails. Puis c'est ça. Tu sais, à chaque fois, il est supervisé, bien sûr, pendant ses entrevues avec elle, mais... Tu sais, toutes les informations qui sont pour le documentaire, ils n'ont pas le droit d'être dévoilées ailleurs. Fait il y a quand même vraiment beaucoup d'informations en primeur sur Aileen. Sauf que là, l'affaire, c'est que plus le procès avance, le jury va décider assez rapidement, après tout ce qu'elle a dit, comment qu'elle faisait, entre guillemets, pitié, à dire qu'elle avait agi par légitime défense, ben tout le jury va finalement décider que Aileen est reconnue coupable de meurtre au premier degré pour toutes les victimes. Et le juge va prononcer Aileen Wuornos coupable de meurtre pour les 6 victimes et elle va recevoir 6 peines de mort. Ah ouais! 6 peines de mort. Pas une, 6. Mon Dieu, mais en même temps, parce que c'est difficile d'en donner juste une. C'est comme si dire qu'un meurtre était pire que l'autre, genre. Non, c'est ça. Fait que, mais c'est quand même intense. Ouais, vraiment. Mais tu sais, on sait que les sentences, c'est ça, sont accumulées, puis tout ça. Sauf que là, ça peut commencer à faire poser des questions parce que tu regardes comme beaucoup de tueurs en série, puis eux, ils ont eu prison à vie. Ouais. 25 ans sans possibilité de libération avant talana, ou tant d'années sans possibilité. Tu sais, eux, ils ont eu droit à l'espèce de rédemption, tu sais, puis les gens ont cru en lui, ont eu espoir, en fait, que il se réhabilite? En tout cas, oui, voilà. Dans ma tête, ça se disait plus. Fait que là, déjà là, on peut se demander comme, OK, genre vraiment le fait que Aileen Wuornos soit la première tueuse en série, ça fait vraiment jaser. Puis tout d'un coup, tu sais, tout le jury, homme, femme, le juge qui est un homme, Aileen, elle, 6 peines de mort. Fait que ça fait comme, déjà là, poser des questions. Puis c'est intéressant parce que, tu
tu sais, pourquoi elle aurait un traitement différent des autres? Quand, dans le fond, les seules preuves qu'ils ont, c'est la confession téléphonique que Tyria, sa blonde, elle a réussi à avoir. C'est tout ce qu'ils ont. Ils vont se fier à une confession par téléphone qu'elle a faite à sa blonde. On sait pas là, si elle a été manipulée ou quoi que ce soit pour dire ça, tu sais. Puis eux, ils vont seulement se baser là-dessus parce que les empreintes digitales, tu sais, ils n'ont pas été trouvées sur toutes les victimes et tout. Elles sont pas si incriminantes que ça, là. Puis en plus, elle a un QI en bas de la moyenne, là. En tout cas, Exact. Ça veut dire qu'elle est facilement influençable. Tu sais, peut-être que... En tout cas, le rôle de sa blonde est peut-être plus grand qu'on pense. Puis aussi, c'est un facteur atténuant dans ma tête quand un QI plus faible. Tu sais, peut-être qu'elle catchait pas, qu'elle avait d'autres ressources, tu sais, ou qu'elle aurait pu se dénoncer après le premier, puis avoir une peine plus petite, ou d'avoir été légalement déclarée non coupable pour légitime défense, tu sais. Quand tu as un QI en bas de la moyenne, tu sais même pas, des fois, que ça existe à être non criminellement responsable, tu sais, en tout cas. Non, fait qu'il y a clairement quelque chose qui fonctionne pas, entre guillemets. Là, tu sais, je suis pas professionnelle, je veux pas commencer à pitcher des roches à comme tous les avocats et tout le monde du procès, mais tu peux voir qu'il y a de quoi qui est weird. Ouais, elle a eu une peine extrêmement sévère, là. Oui, vraiment, tu sais, puis tout le monde la déteste, le monde, puis elle a, connaissant, genre, toute son enfance, tout ce qu'elle a vécu, à quel point, genre, cette femme-là, tu sais, elle était dans la rue, elle avait rien à... En tout cas, je trouve vraiment qu'elle a eu une peine extrêmement sévère, tu sais, 6 peines de mort, alors que des hommes qui ont tué vraiment beaucoup plus, mettons, de femmes, ont eu des sentences moins pires, entre guillemets. Je sais pas c'est quoi qui est moins pire entre passer sa vie en prison ou mourir. Ouais. Rendu là, c'est comme un débat, puis c'est ça, je veux pas me lancer là-dedans, là, parce que, whatever, je veux pas comme me lancer là-dedans. Vous pouvez me dire ce que vous en pensez, je suis vraiment intéressée de discuter de tout ça avec vous, mais je le ferai pas là en ce moment parce que ça va être trop intense et compliqué. Mais je trouve quand même que c'est une énorme peine sur des preuves qui sont pas si grandes que ça. C'est vrai. C'est vraiment intense. J'ai l'impression que c'est comme s'il l'avait vu comme une moins que rien qui mérite de mourir au plus vite, genre, tandis que d'autres tueurs en série, je sais pas, qui sont plus éloquents, qui sont... qui étaient comme un homme d'affaires, ou je sais pas, ben... Ouais, belle allure, qu'ils sont comme... tout, genre. Sont comme pas pris plus au sérieux, mais sont comme plus reconnus comme des humains qui peuvent au moins vivre le restant de leur jour en prison, tandis qu'elle est vue comme un rat d'égout, genre qu'on pourrait juste se débarrasser parce qu'elle est pas trop intelligente, puis elle tue des hommes, fait qu'elle est menaçante envers nous, et qui est les hommes blancs, genre. Exact. Genre, elle tue comme des hommes riches, / bien aisés, des hommes blancs, des hommes du milieu policier, militaire, peu importe. Tu sais, puis elle, pour sa part, on s'entend, là, on se rappelle qu'à cette époque-là, elle, une femme, la première tueuse en série, elle est pas nécessairement, mettons, super good looking, là. C'est pas la plus belle femme qui pourrait être modèle et tout. Puis elle est lesbienne aussi, faut se rappeler. Puis à cette époque-là, c'est pas vraiment bien vu, tu comprends? Puis c'est ça qui m'a aussi beaucoup trigger, là, quand j'ai fait toutes mes recherches, c'est que la majorité des articles de journaux de l'époque, ils l'appelaient la prostituée lesbienne coupable de meurtre au... Non. Ben oui, genre, c'est vraiment intense. Tu sais, à place de juste l'appeler, tu sais, comme Ted Bundy. C'est Ted Bundy, l'homme aux allures, coupable de... Tu sais, on s'attendait pas à ça, oh my God. Mais elle, c'est genre la prostituée lesbienne. Ouais. Fait que je trouve que c'est vraiment facile, comme... Ils l'ont vraiment haï, mais pas pour... des super raisons, je sais pas. Personnellement, j'y aurais donné prison à vie, là, parce que clairement, elle est pas apte à vivre en société, elle est trop brisée, puis elle a pas les bons réflexes, puis elle a de l'air un peu trop tard pour les comprendre maintenant, mais j'avoue que la peine de mort, moi, je trouve ça sévère. Puis tu sais, il aurait pu aussi, justement, utiliser le fait qu'elle a un QI vraiment faible. Tu sais, elle a... comme n'importe quel tueur qui va comme se faire checker par des psychiatres pour savoir s'ils sont en mesure de suivre leur procès et tout. Tu sais, elle, peut-être qu'avec le nombre de traumas qu'elle a, les troubles mentaux qu'elle avait, le QI qu'elle avait, justement, comme tu disais tantôt, peut-être qu'elle avait comme même pas connaissance
de la gravité de la situation ou, mettons, dans le procès, là, peut-être qu'elle savait même pas ce qu'elle était en train de vivre. Là. Elle faisait juste comme expliquer ce qu'elle avait vécu, puis tout ça arrive, tu sais. Puis c'est triste parce qu'il y a un moment, justement, parce qu'elle arrête pas de se faire ramener en procès, parce qu'on s'entend qu'il y a un procès pour chacune des victimes. Ouais. Puis en plus, tu sais, comme le procès de Tyria, tu sais, c'est super long comme processus. Fait qu'elle, à chaque fois, se faire déclarer peine de mort. À un moment donné, là, tu la vois, elle est comme filmée par tous les médias, elle sort du palais de justice, je sais pas trop, puis elle fait juste dire, genre... Là, c'est quoi l'affaire, là? Genre, vous allez encore me donner une autre peine de mort, là? Je vais en avoir combien, des peines de mort? Tu sais, comme, je suis morte, là, on a compris, genre. C'est ça qu'elle dit, tu sais. Genre de l'acharnement. C'est ça que je trouve... Ouais. En tout cas, moi, je trouvais ça vraiment tough à regarder, là. Puis, une autre affaire qui va arriver, là, en fait, à partir de ce moment-là, ça dégringole, là. Je trouve ça complètement absurde. Mais dès son arrestation, le procès, il est même pas commencé, là. Des dizaines de maisons de production hollywoodiennes vont l'approcher pour faire un film à son sujet, une série, un documentaire, peu importe, directement quand les gens commencent à voir une tueuse en série femme, la première des États-Unis, blablabla. Il y a plein de compagnies de production qui vont directement vouloir acheter les droits pour faire un film à propos d'elle, alors qu'elle n'est même pas encore à son procès. Elle a même pas encore confessé, il y a rien qui s'est passé. Elle est même pas reconnue coupable officiellement. Non! Voyons, c'est tellement Fait que calme. ça, c'est fascinant, là. Puis c'est ça que Nick Broomfield, il va comme amener dans son documentaire, que je trouve comme vraiment plus intéressant que tous les autres films, parce qu'il y a eu beaucoup de films, beaucoup de séries qui ont été faites à son sujet. Énormément comme de trucs. Puis Nick, lui, ce qu'il va dire, c'est genre, crime, calmez-vous, là. Genre, il y a à peu près 15 personnes qui essaient d'acheter les droits sur elle, alors qu'elle est en prison, qu'elle a même pas avoué rien encore, juste parce que c'est fascinant de voir une prostituée lesbienne, la première femme tueuse en série au monde, tu sais? Franchement. Ouais. Fait que je trouve ça encore plus épouvantable. Au procès, il va y avoir Tyria qui va témoigner. Il va y avoir plein d'hommes à son secondaire, son primaire, en fait, là. Bref, avant qu'elle ait lâché l'école, qui vont parler des relations sexuelles qu'ils ont eues, de à quel point c'était une femme troublée, que genre a couché avec son frère. Puis tu sais, le monde y en met, là, c'est rendu genre un show, là. C'est quasiment comme si le monde veut témoigner là-dessus parce qu'ils veulent dire à quel point cette femme est dégueulasse, genre. Ouais, ils veulent tout dire je l'ai connue, pour avoir leurs petits 2 minutes de gloire. Puis, à force de se faire emmener en procès, parce qu'il va y avoir un appel, puis je sais pas trop exactement comment ça fonctionne, mais tu sais, ça va comme revenir, Aileen, puis tu le vois dans le documentaire de Nick Broomfield, elle passe d'une fille qui va plaider légitime défense en pleurant, en racontant toute son histoire. Puis, plus le temps avance, plus elle va dire à Nick, elle va comme changer son témoignage du tout au tout. Genre, ça va changer de A à Z. Elle va passer de ça à dire complètement froide et calmement. Non, tout ce que j'ai dit par rapport à la légitime défense, là, c'était pas vrai. Je les ai tués de sang-froid. Je voulais seulement les voler, puis finalement, ça m'a tenté, puis je les ai tués, puis c'est ça. Ah! Sauf que l'affaire, c'est qu'avec le documentaire de Nick Broomfield, tu sais, quand tu vois ça dans les médias, là, passer de 0 à 100 de même, là, de pleurer en plaidant légitime défense à « non, je les ai toutes tuées », tu te dis, OK, genre, elle a comme enfin assumé ses torts, puis elle l'avoue, finalement, parce qu'elle voit qu'elle a pas de chance. C'est ça que tu te dis, première des choses. Sauf que, en regardant le documentaire de Nick Broomfield, tu vois un peu plus son processus, puis son changement de pensée. Puis dans le fond, là, elle critique la société, elle critique les gens qui veulent faire des films sur elle. Elle dit, j'en reviens pas que moi, j'ai cette sentence-là, puis que tout le monde m'haït, le monde veut faire des films, le monde me trahit, le monde... Il m'abandonne, genre, elle n'en revient pas. Puis tu le vois qu'elle dit ça à Nick Broomfield. Puis c'est là que tu vois que, dans le fond, elle dit, pour vrai, avec tout le monde, genre, qui sont contre moi comme ça, aussi bien mourir tout de suite. Toute ma vie, je me suis fait rejeter par la société. Toute ma vie, j'ai vécu l'enfer. Elle dit, tant qu'à ça, je veux mourir. Fait que tu comprends un peu, puis elle l'avoue pas comme à Nick directement. Mais c'est ça que j'ai trouvé, genre, vraiment dur, c'est que à un moment donné, Nick... il ferme la caméra parce qu'il est dans un moment vraiment vulnérable, mais il ferme pas vraiment la caméra, comme je l'ai dit tantôt. Il va la tasser sur le côté. Puis là, tu vois que Aileen a dit,
t'as arrêté de filmer, là, je suis tannée. Genre, j'en ai assez, je veux mourir, c'est fini, blablabla. C'est moi qui les ai tués, je mérite de mourir, tout ça. Puis là, Nick, il va lui dire, inquiète pas, j'ai fermé la caméra, je filme plus. Mais là, il va dire, Eileen, puis il chuchote, genre. Il va dire, dis-moi la vérité. Là, je sais là, que ça fait des mois et des mois là, que t'es en train de dire que dans le fond, t'es tués pour vrai, mais dis-moi la vérité. Est-ce que c'était par légitime défense? Pour vrai. Puis au début, elle répond pas. Puis il repose la question. Il repose la question. Il va reposer la question plein de fois jusqu'au moment où elle atteint comme sa plus grande vulnérabilité. Puis elle va dire oui, c'était par légitime défense. Puis ça a été comme filmé sans qu'elle le sache. On voit même pas sa face quand elle le dit, on fait juste l'entendre par le micro, puis on voit juste Nick de côté, tu sais, puis tu vois que c'est comme la preneuse de son, genre, ou la réalisatrice, ou peu importe, comme la fille qui l'accompagne, parce qu'ils sont genre une équipe de 2-3 max, qui tient la caméra en angle, puis on l'entend dire ça. Puis ça, là, ça m'a... Genre, je comprends comme pas, tu sais, puis on sait pas, là, si c'est vrai, là. Peut-être qu'elle dit n'importe quoi, là. Peut-être qu'elle veut, dans le fond, que les gens croient à sa mort, que c'était par légitime défense, puis qu'ils ont tué une femme qui a agi juste pour se défendre, tu sais. Peut-être qu'elle veut que les gens croient ça. Mais, d'un autre côté, si on la croit ou si on veut y croire, peu importe, ça fait paniquer un peu de voir comment les gens et la société l'ont traité, puis que peut-être que c'était vraiment de la légitime défense, tu sais. Ouais, c'est qu'il y a des zones grises, mais l'opinion publique et judiciaire est comme complètement claire et tranchée, noir sur blanc, tandis que toute cette histoire-là est super floue, genre. C'est plus compliqué que ça n'en a l'air, là. Mais tu sais, genre, je la comprends peut-être un peu de dire, ben gars, tant qu'à me faire traiter autant comme de la merde, j'aurais dû les tuer toutes juste pour le fun, puis même en tuer 1000 autres, ça est revenu au même. Fait que c'est peut-être pour ça qu'elle dit, ah ben oui, je les ai tués pour le fun, parce que c'est plus facile à dire que de redire et redire à quel point c'était difficile, puis qu'elle se faisait agresser, puis nanana, tu sais. Ouais, vraiment, là. Mais tu sais, elle a quand même, tu sais, je sais pas, là, elle a tué 7 personnes, là. Oui, c'est Genre, sûr. c'est beaucoup Puis, de gens, Nick, en faisant le documentaire, tu sais, il a pas le choix d'être neutre quand même, là. Mais tu sais, il va le dire, là. T'as quand même tué 7 personnes. C'est pas tout le monde qui tue 7 personnes. C'est pas chaque prostituée qui tue. Tu sais, ils en vivent toutes là, des histoires horribles, là, mais la plupart n'ont jamais tué personne, tu sais. Puis comme, genre, tu sais, l'histoire de Tonya Hughes, là, elle aussi, elle a vécu une vie de misère, mais genre, elle a jamais fait de mal à une mouche, tu sais. Fait qu'il y a quand même quelque chose en elle qui était déjà monstrueux à la naissance, mais toute sa vie, l'a exacerbé puis l'a extériorisé avec tous les traumas qu'elle a vécu, mais genre, il y avait de la méchanceté en elle, je pense, dès le début pour finir de même. Ben oui, c'est sûr que, je veux dire, elle a grandi, tu sais, elle a eu une enfance traumatique dès sa naissance. Fait que c'est sûr qu'il y avait rien de son bord pour, mettons, qu'elle finisse bien. Sauf que c'est vrai qu'il y en a qui choisissent de pas aller dans ce sens-là, puis qui réussissent à s'en sortir malgré tout, puis qui décident d'être une bonne personne, qui ont les ressources autour d'eux, qui prennent des bonnes décisions. Mais tu sais, mettons, elle, c'est pas aller dans ce sens-là. Sauf que c'est ça, tu sais, plus le procès avance, plus le documentaire de Nick avance, plus sa peine de mort se rapproche, parce qu'elle finit par avoir 6 peines de mort, tu sais. Plus elle va dire qu'elle s'en fout, justement, elle veut pas repasser à travers, genre, toute l'affaire de légitime défense. Puis, justement, comme tu disais, il y a 2 secondes, elle va dire, tu sais, elle va justement le dire dans le documentaire, puis c'est ça qui est drôle, tant qu'à avoir tué cette personne, j'aurais dû en tuer plus, parce que dans le fond, les hommes que j'ai tués, c'est des hommes de moins qui vont faire du mal à d'autres femmes comme moi, d'autres prostituées, tu sais, puis elle va le dire. Ouais. Puis c'est fou. Puis 2 autres affaires qui ont été vraiment horribles pour elle, mettons, durant toute cette période-là, là, à part le fait d'attendre sa mort à pu finir juste parce que tout le monde tripe sur l'effet médiatique que ça a, là, puis c'est super long, dans le fond, là. Il y a des gens qui sont sur le couloir de la mort vraiment longtemps, mais tu sais, mettons, elle est comme, garde, si vous voulez me tuer 6 fois de même, genre, tuez-moi. Genre, ça suffit, arrêtez de vouloir, comme, faire des procès, faire un spectacle, essayer de me faire passer dans tous les films du monde. Je m'en fous, toute la société m'a abandonnée, laissez-moi mourir, genre. Mais pendant tout ce fameux procès-là, il y a 2 affaires que je veux juste mentionner qui sont terribles. C'est que le premier avocat que... En fait, je pense pas que c'est le premier avocat, mais un des avocats qu'elle va avoir pour la défendre, je vais le mettre dans les
les photos, là, on dirait que je parle tellement avec passion que je lis plus mon texte depuis 5 minutes. Mais, fait que je me souviens plus du nom de famille, là, mais je vais le mettre dans les photos sur Instagram. Mais il s'appelle Steve. Ça a été son avocat de la défense pendant un moment. Puis, il a l'air genre de Bob Ross, là, pour vous faire une idée. Oh my God! Dans le sens qu'il a genre... Il est vraiment drôle physiquement. Il va comme donner un show pendant le procès. Puis au début, tu penses que, dans le fond, c'est un très bon ami à Aileen Wuornos parce qu'il a l'air super genre casual, il a l'air de l'aimer, il parle d'elle comme si c'était une de ses amies, il va la défendre et tout, mais il va tellement pas bien la défendre, genre, il va rien faire comme pour empêcher qu'elle ait ses 6 peines de mort. Puis au final, Aileen, elle va s'en rendre compte assez vite, puis tout le monde va s'en rendre compte, mais Steve, le fameux Steve en question, il va se servir de toute l'attention médiatique puis de Nick Broomfield, justement, qui fait un documentaire, pour retirer de l'argent sur le dos de Aileen Wuornos. Fait que chaque fois qu'il va se faire interviewer, parce que Nick, il va aller à sa résidence personnelle, il va passer des jours avec lui dans son char, il va comme... aller en prison voir Aileen avec Steve, tu sais, comme il va passer du temps avec lui. Puis, à chaque fois, comme qu'il apparaît dans son documentaire, ben Steve, il va demander 10 000 $ ou genre 20 000 $. Puis, il va commencer à se faire vraiment beaucoup d'argent sur le dos de Aileen sans qu'elle le sache, tu sais. Alors qu'à la base, c'est comme un documentaire sur elle. Puis, Aileen, elle voulait pas que d'autres personnes que elle retirent des profits de ça, là. Tu sais, que elle puis Nick, mettons, là. Fait que ça, c'est comme une autre personne qui, dans le fond, va la trahir complètement parce qu'il va se passer pour son ami pendant tout le processus pour finalement juste profiter d'elle puis avoir de l'argent. Puis une autre personne que, également, j'ai pas son nom de famille là, sous les yeux, mais elle s'appelle Arlene. C'est une femme qui a quasiment le même âge que Aileen Wuornos, là, c'est vraiment bizarre. Pendant son procès, pendant qu'elle est arrêtée, elle va adopter Aileen Wuornos comme sa fille avec son mari. Je sais pas comment c'est possible, mais genre, Arlene et son mari vont adopter légalement, genre comme avoir la tutelle ou être tuteur légal, je sais pas trop, de Aileen Wuornos. Puis ils vont faire semblant d'aimer cette personne-là. Puis Aileen, elle s'en fout d'eux autres, là. Elle va comme pas comprendre. Au début, ils vont se faire passer pour ses fans. Ils vont dire qu'ils sont avec elle, qu'ils la croient, que tout ça. Tu sais, Arlene, là, dans le fond, elle va faire semblant de tout ça. Elle va comme lier une amitié avec Aileen Wuornos. Elle va comme... faire comme si elle allait la défendre dans tout ça, qu'elle allait être à ses côtés, elle va la visiter en prison, blabla. Ils vont finir par l'adopter légalement pour finalement, dans le fond, être juste un petit couple qui profite, exactement comme Steve, de Aileen Wuornos. Ils vont passer dans le documentaire de Nick à maintes et maintes reprises. Ils vont retirer de l'argent de tout ça. Puis quand Aileen, elle va s'en rendre compte, tu sais, autant Steve que Arlene vont soudainement plus vouloir du tout passer à la caméra. Ils vont être genre dégagés de nos vies, mais ils ont retiré comme vraiment beaucoup d'argent de tout ça. C'est bien bizarre. What? Je comprends rien. C'est vraiment bizarre. Mais tu sais, Aileen, justement, si elle a un QI aussi faible qu'on le dit, puis si elle n'est pas en état de comprendre tout ce qui se passe, elle peut se faire, justement, comme tu disais tantôt, manipuler tellement facilement puis influencer tellement facilement qu'elle se fait mettre dans des situations comme celle-là, tu sais, autant avec Steve qu'avec Arlene. C'est ça. Elle va avoir ses fameuses 6 peines de mort. Elle va attendre, justement, sa mort avec impatience. Éventuellement, ce jour-là va venir. Juste avant, comme je pense l'année d'avant, la peine de mort en Floride, dans l'État de la Floride, va changer. Ce sera plus par la chaise électrique qui était censée avoir, dans le fond, qui était énormément souffrant, là. Ça va changer, en fait, l'année d'avant, puis ça va devenir par injection létale. Ce qui est quand même, entre guillemets, mieux, là. Je sais pas s'il y a une meilleure façon de mourir qu'une autre, là. Ouais. Mais c'est ça, la façon va changer un peu avant. Et le 9 octobre 2002, à la prison d'État de Floride, dans le comté de Bradford, Aileen Wuornos va se faire donner l'injection létale et va finalement mourir. Aileen, elle va s'être fait offert un dernier repas qui était comme du fast food, genre, me semble, du poulet frit, quelque chose comme ça. Elle va refuser le repas qu'ils lui donnent, puis elle va dire « J'aimerais juste ça prendre une dernière tasse de café. » Ils vont lui donner sa tasse de café, puis ses derniers mots vont être, puis là, je vais essayer de les traduire le mieux que je peux, là, parce que c'est en anglais, puis je veux pas vous lire toute cette phrase-là en anglais, là, mais c'est
extrêmement bizarre. Genre, je sais pas si c'est un message codé ou si c'est juste pour prouver qu'elle est complètement dingo, dans le fond, puis qu'elle était pas en mesure de rien, ou si c'est genre son trick à elle d'avoir dit ça. Mais bref, vous allez comprendre. Donc, elle va dire « Je veux juste vous dire à tous que je navigue comme une roche. Je serai de retour comme le jour de l'indépendance avec Jésus le 6 juin. » Comme dans les films, elle dit « Big Mothership and all », je sais pas trop ce que ça veut dire, « Je serai de retour ». Et c'est les derniers mots qu'elle va dire avant de mourir. OK. C'est tellement spécial. Ça a comme aucun lien avec... ça, j'aurais cru qu'elle dise, genre, je sais pas, au moins qu'elle aurait pu dire « fuck you all », j'aurais plus compris que ça, là, tu sais, ça veut rien dire, ça. Ouais. Ben, la dernière fois qu'elle s'est faite interviewer par Nick, avant qu'il coupe la caméra, elle va dire « Pour vrai, je suis écœurée, genre, tuez-moi, j'ai plus rien à dire. » Elle va être genre un peu en crise parce que Nick, il va lui poser une question qui la met en crise. Puis elle va dire de quoi de même comme « Fuck you all, je veux plus rien savoir, allez-vous-en », puis elle va quitter. Mais là, avant de se faire, pas électrocuter, mais donner... l'injection létale, c'est ça qu'elle va dire. Je peux le dire en anglais pour peut-être que ce soit vraiment dans ces mots, là, mais vous aurez compris. Elle va dire « I'd just like to say I'm sailing with the rock and I'll be back like Independence Day with Jesus, June 6. Like the movie, Big Mothership and all, I'll be back. » C'est peut-être le film Independence Day. Ouais. OK. Vous me direz si vous avez genre des explications pour cette phrase. Bref, fun fact, ben c'est pas un fun fact, mais juste vous dire que finalement, parce que Ted Bundy a finalement eu la peine de mort aussi, puis il a été exécuté dans l'exacte même prison, dans le même comté, par injection létale lui aussi. Mais bref, c'est comme ce qui complète mon histoire. Je vais mettre dans mes sources, là, je sais que c'était une histoire vraiment longue, mais c'est sûr parce que c'est une tueuse en série, mais je vais mettre dans les sources tous les documentaires de Nick Broomfield, si ça vous intéresse d'aller les écouter. Ils sont disponibles comme sur Amazon Prime, puis il y en a un qui est disponible sur YouTube. Il y a aussi eu un film documentaire, en fait une série documentaire qui a été faite sur elle, une série de télé qui s'appelle Overkill. C'est une des premières qui a été faite, dans le fond, pendant son procès. Il y a eu un film qui s'appelle Monster, qui a également été un livre. Ouais, c'est ça que j'avais vu passer. Je l'ai pas écouté, là, mais j'en avais entendu parler. Puis il y a eu un autre film comme en 2021 qui a été fait sur l'histoire de Aileen Wuornos, une autre fiction que j'ai pas vu du tout puis qui a pas l'air tant bon que ça. Puis sinon, il y a aussi un opéra qui a été fait en son honneur. Fait qu'une pièce dédiée à Wuornos. Ouais. Fait que le monde se sont vraiment bien réjouis dans leur art et ont fait beaucoup de choses sur son histoire, mettons. Ils ont beaucoup profité de cette histoire-là pour faire du cobiche. L'argent. Ouais. Hey, mais quelle folle histoire. En plus, genre, cet épisode-là, je l'ai trouvé comme un peu différent parce je sais pas, c'était plus comme tu me racontais, genre, tu sais, on discutait, je sais pas, on échangeait plus que... Ouais. C'était vraiment comme si tu me le contais, je me sentais autour d'un thé, puis tard le soir, puis tu me racontais ça. En tout cas, c'était vraiment intéressant. Puis c'était full comme des débats éthiques, puis en tout cas, ça faisait des changements. C'était intéressant. Ben écoute, ça me fait plaisir. Puis moi, j'ai tellement eu comme du fun. Ben du fun, ça reste vraiment pas agréable et amusant, là, mais je veux dire, j'ai quand même eu du fun pour vrai à faire mes recherches parce que c'est ça m'a fascinée du début à la fin. C'était tellement intéressant. J'ai comme découvert tellement plus d'affaires que je connaissais sur cette histoire-là. Tu sais, moi, à la base, je pensais que... je la détestais. J'avais juste comme un souvenir de ce cas-là dans ma tête d'une façon, puis ça l'a complètement changé. Puis c'est un peu ça que je voulais comme amener avec mon épisode, de genre plus parler de qu'est-ce qui est arrivé, mais pas nécessairement de juste spit de facts, là, mais genre vraiment plus comme discuter sur tout ça. Fait que je suis contente que t'aies embarqué avec moi là-dedans et qu'on en ait parlé autant.
je suis curieuse comme que vous aussi, vous nous donnez un peu votre hypothèse ou votre opinion sur la situation. Tu sais, je sais que ça reste une tueuse en série. Mon but, c'était pas de la défendre de A à Z, vraiment pas, mais de plus comme dire des faits puis raconter des moments qui poussent à la réflexion, en fait. Genre, est-ce que vraiment c'est une femme horrible qui a commis des trucs horribles, ou c'est plus comme une personne qui malheureusement a été complètement oubliée par la société, rejetée, démonisée, toute la patente, puis que dans le fond, est quand même un peu victime dans toute cette histoire-là. Tu sais, peut-être que vraiment c'était par légitime défense, on le saura jamais parce qu'elle est malheureusement ou heureusement décédée. Je sais pas comment vous voyez la chose, mais voilà, c'était mon histoire. Ouais, ben je suis comme mitigée, on dirait. Comme parce que je l'aurais cru si c'était pas autant. Je trouve que 7 personnes, là, tu sais, j'ai de la misère à croire que les 7 fois étaient vraiment entre la vie et la mort, là. Tu sais, ben, peut-être que t'as skippé des détails, là, mais tu sais, le policier, là, qui la menaçait de la stouler, il la menaçait pas de la tuer, tu sais. Le policier, il méritait pas de mourir, là, tu sais. Je pense qu'elle a... Non, c'est sûr, puis... De ce que j'ai compris, là, tu sais, j'ai comme l'impression qu'elle a un peu pris goût à cette méthode-là de se débarrasser de ses problèmes. T'sais, elle a vu comme, Ouais. c'est peut-être que les premiers, c'était vraiment pour se défendre, mais elle s'est rendue compte, hey, on dirait que je me fais pas pogner, là, je pourrais tuer tout le monde qui me dérange, tu sais. Fait que c'est pour ça que je suis comme pas... C'est ça. Tu sais, clairement que c'est une criminelle un peu dingo dans la tête, là, d'avoir fait ça, mais je pense qu'elle a quand même été traitée injustement. Puis tu sais, c'est ça, mon but, c'était pas, justement, de dire qu'elle était 100% innocente, là, vraiment pas. Ouais. Puis c'est pour ça aussi que j'ai fait ma comparaison au début avec Dexter, c'est que, tu sais, pour ceux qui connaissent pas c'est quoi la série Dexter, je sais pas si tout le monde l'a écouté, là, mais tu sais, c'est comme quelqu'un qui a vécu énormément de traumatismes dans son enfance, qui devient profondément méchant et qui comme développe une envie de tuer, exemple. Puis tu sais, comme Eileen, elle, c'est comme une rage envers les hommes, là, depuis toute jeune. Puis Dexter, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il commence... Puis là, je m'excuse de vous spoiler si vous l'avez pas écouté et puis vous vouliez le faire, là, mais c'est quand même vieux comme série, fait que je vais me permettre de le faire. Mais Dexter, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il décide justement de trouver une genre de méthode pour se débarrasser pour tuer, en fait, pour répondre à ses besoins, mais en débarrassant comme la société de gens méchants. Fait qu'il va juste comme tuer des tueurs, d'autres gens qui tuent, dans le fond. C'est un peu, en tout cas, ironique, là. Mais justement, il va comme finir par y prendre goût, puis des fois, un peu mettre ses pieds dans les plats, là. Puis Aileen, c'est un peu ça. C'est comme si, au début, oui, peut-être elle a agi avec légitime défense. Peut-être que était 100% jusqu'à sa mort convaincue qu'à chaque fois, c'était de la légitime défense, mais peut-être qu'elle était juste biaisée, dans le fond, parce qu'elle savait même plus ce qu'elle faisait. Tu sais, si elle était comme moindrement faible d'esprit, ben peut-être que de fois en fois, comme tu dis, elle y a pris goût, elle s'est rendue compte que son métier lui permettait de faire ça, de se débarrasser des hommes médiocres qu'elle trouvait, mettons, selon elle, puis que, dans le fond, si elle avait pas été attrapée, peut-être qu'elle aurait continué pendant des années et des années, peut-être que son nombre de victimes aurait juste continué à augmenter, fait qu'au final, c'était bien de l'arrêter, mais... J'ai l'impression qu'elle aurait continué, là, tu sais, elle se sentait pas mal, elle se sentait zéro mal, de ce que j'ai vu, là. Je pense pas qu'elle regrettait de les avoir tués. Là. Je pense pas qu'elle regrettait. Je pense qu'elle a jamais montré qu'elle regrettait, en fait. T'sais, à part dire qu'elle se défendait, elle a pas montré de regret ni de remords. La seule chose, c'est que je pense qu'on aurait peut-être pu moins mettre l'accent sur le fait que c'est la première femme tueuse, puis genre tout ce qu'il y a de cool, entre guillemets, autour de ça, puis peut-être plus essayer de comprendre cette personne-là depuis toujours, tu sais, de peut-être plus comme la faire consulter des psychiatres, qu'on focus peut-être sur les troubles mentaux qu'elle avait, parce que clairement, elle en avait, puis qu'on essaie plus de la réhabiliter ou de la soigner à la place de juste la condamner à mort 6 fois de suite, puis on aurait voulu en faire plus, là, tu sais, le monde voulait la tuer comme jamais, là. Fait que c'est plus ça. Drôle de pattern. On a des patterns accidentels, là, mais mon prochain cas, on va parler des mêmes sujets un peu, des mêmes dilemmes un peu. Ouais, c'est drôle. OK. Ben, je suis excitée. J'ai hâte de savoir. Tu veux-tu
nous faire un autre teaser ou c'est un peu ça ton teaser? Que... Ça va être ça mon teaser. OK, parfait. Ben, c'est bien correct. Ben, en tout cas, merci de m'avoir écouté. J'espère que vous avez aimé ce cas. En tout cas, moi, j'étais full contente de vous en parler. Oui, Puis, ben, moi, j'ai full aimé, puis n'hésitez pas à nous jaser ça dans les commentaires sur Instagram et Facebook, là. Puis, tu sais, là, on le répète, on ne défend pas une criminelle, tu sais, on explore juste les nuances, parce que je sais, là, le monde aime ça, prendre une phrase qu'on a dit en plein milieu, puis de la citer hors contexte, puis de faire une opinion, là, comme... On comprend qu'elle était vilaine et qu'elle méritait clairement une sentence de prison, là, mais on trouve juste que les facteurs atténuants auraient dû être pris en compte dans sa sentence. T'sais. Bien dit. Mais Bien bref, dit. Merci de nous écouter encore et toujours. On vous aime fort, fort, fort. N'hésitez pas à nous donner des reviews sur Instagram, pas sur Instagram, sur Spotify et Apple Balado. Vous êtes trop gentils, on a plein de beaux commentaires. Puis, n'oubliez pas qu'on est maintenant sur Patreon. Oui, puis venez nous jaser aussi sur Patreon, justement, dans notre petite conversation post-mortem. Oui! Je serais vraiment curieuse que vous me dites ce que vous pensez de ce cas. Fait que sinon, je pense que tu as tout dit. Merci de nous avoir écoutés. On vous aime full fort, les cornets. Puis Oui, puis là, la semaine prochaine, c'est l'épisode bonus Patreon, si mes calculs sont bons. Oui, fait que la semaine prochaine, c'est mon défi sur Patreon, la gang. Oui, Cri va nous raconter une histoire de bombe. Fait que on se voit sur Patreon, puis les autres, on se revoit dans 2 semaines. Oui, merci beaucoup. Bye bye. Bye!